Noël est maintenant derrière toi, mais t'as encore des soupers, des brunchs, des dîners de prévus pour le temps des fêtes. Tourne-toi vers barbenoire.com. La qualité des produits qui se trouvent sur Barbe Noire est incomparable. J'ai récemment acheté la boîte TSLH. Puis dès que tu mets le bacon dans le four, ça sent partout dans la maison. Ta visite va capoter. Visite barbenoire.com pour tous les produits livrés à domicile dans une boîte fraîcheur. Donc les produits restent frais malgré le shipping. Et procurez-vous la boîte TSLH sur le site barbenoire.com. Pour les membres Patreon, il y a un code promo accessible pour sauver les frais de livraison. Donc pour tous ces avantages-là, code promo shipping de Barbe Noire et aussi d'avoir du contenu exclusif au TSLH Espoir, devenez membre Patreon au patreon.com/TSLH podcast. Donc merci beaucoup. Un bon temps des fêtes à tous. Un bon championnat mondial junior. Le tournoi qui rassemble pendant les fêtes. Et l'épisode porte là-dessus, chers auditeurs. Championnat mondial junior, analyse de tous les groupes, prédiction de moi et Pascal, équipe étoile aussi, on se mouille. Donc beaucoup de contenu pour le tournoi, pour vous préparer pour ce tournoi, cette tradition du temps des fêtes. Donc on vous souhaite un très bon épisode. On est le 21 décembre au moment d'enregistrer cet épisode et c'est le dernier épisode de l'année 2023. On va prendre une petite pause pour le temps des fêtes. Mais avant de partir en pause, moi et Pascal, on vous propose pour cet épisode-ci un petit wrap-up, une petite analyse ainsi que nos prédictions pour le championnat mondial junior. Pascal, un des plus beaux temps de l'année pour les observateurs d'espoir, je me trompe-tu? Ouais, tu te trompes pas pantoute. Ho, ho, ho. Avec ma barbe, je suis thématique. C'est le temps des fêtes. Puis pour les amateurs de scouting ou juste de hockey junior, de hockey en général, c'est vraiment le meilleur tournoi. Le hockey est le plus le fun à regarder, je pense. Même la Ligue nationale de hockey. Personnellement, j'aime vraiment mieux ce tournoi-là. Ouais, puis tu sais, on le dit souvent, c'est l'occasion parfaite de renouer avec des espoirs qu'on n'a peut-être pas nécessairement eu l'occasion de visionner dans les dernières années. Fait que c'est le fun de voir où en sont rendues les progressions de ces jeunes-là. On aura l'occasion assurément de parler de quelques-uns dans l'épisode qui suit, là. Yes. Donc, comme je le disais en intro, dernier épisode de 2023. On va quand même, pour les membres Patreon, continuer nos Game Reports. Vous comprendrez que le 24 et le 25 décembre, je pense pas qu'on regarde des espoirs et qu'on produise des Game Reports. Mais on est quand même pas mal avancé dans le mois de novembre. Là. Dans le fond, on est dans le mois de novembre dans nos trucs. On a été pas mal malade, moi puis Matt, la dernière semaine. Là. Fait que c'est sûr qu'on a aimé ça que ça avance un peu plus. Mais quand même, on a pas mal de fêtes. Il n'en reste pas beaucoup. Exact. Fait qu'on va donner un dernier petit sprint là-dessus avant la nouvelle année. Mais voilà, on vous remercie toujours d'être présent. Au rendez-vous sur le TSLH podcast.
Pascal, championnat mondial junior cette année, on va y aller groupe par groupe en fait là, pour discuter un petit peu des forces en présence et tout. Euh, on salue Guillaume qui est, qui est présent dans le chat encore, fidèle membre Patreon. Ceux qui sont présents pour l'enregistrement en direct, euh, vous pouvez poser vos questions pendant l'épisode, il n'y a aucun problème. Pascal, championnat mondial junior, groupe A, groupe B. Je ne sais pas si tu as eu le temps de penser à tes prédictions, mais ça va venir là, plus tard dans l'émission. Je voulais d'abord parler évidemment de Team Canada. On va commencer en force avec Team Canada. L'alignement a été scellé récemment. Ajout de Mathieu Poitras dans l'alignement. On starte avec ça. Est-ce qu'on aurait... Je pense que je connais la réponse, mais est-ce qu'on aurait préféré un petit Zach Benson plutôt qu'un Mathieu Poitras dans l'alignement? Ben, c'est sûr qu'on aurait préféré un petit Zach Benson, mais je pense que pour Benson, la meilleure chose est de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Parce qu'au début de la saison, justement, j'avais fait un game report sur lui à Steph, je le salue. Et j'hésitais beaucoup sur le fait qu'il était prêt de la Ligue nationale de hockey. Il était prêt pour jouer là. Parce qu'il manquait un peu d'explosion, des fois il était en retard, puis tout, il ressortait beaucoup sur l'avantage numérique, puis il y avait des bonnes décisions la plupart du temps. Mais tu voyais que physiquement, ça allait pas super bien. Puis après ça, ils ont commencé à gérer vraiment mieux son temps de glace en novembre, début novembre, fin octobre, début novembre, même fin novembre. Il a été blessé aussi. Puis on dirait que sa blessure, il a fait du bien d'avoir un petit recul par rapport au jeu. Puis dernièrement, ça va vraiment bien pour lui. Fait que je peux comprendre les Sabres de ne pas l'avoir envoyé. Mais tu sais, Poitras demeure quand même un excellent joueur de hockey, un excellent junior, qui a fait quand même des bons moments avec les Bruins en début de saison. Donc, pas en tout déçu de le voir là. Il va juste solidifier la ligne de centre du Canada qui manque peut-être un peu de punch offensif, mais il y a quand même des bons joueurs, on va se le dire là. Dans les joueurs qui, en fait, qui se sont joints à la formation initiale, on y reviendra assurément à faire un petit tour d'horizon sur l'alignement. Comment vois-tu l'ajout de Mathieu Poitras à cet alignement-là? Ça solidifie, dans le fond. C'est un excellent joueur de hockey, comme je disais juste avant que tu reprennes la parole. Oui, il n'a peut-être pas le plus gros des physiques, mais c'est pas un gars qui joue petit non plus. C'est un gars très rapide. Donc, je pense qu'il va amener du second scoring, dans le fond. Il va amener un peu de profondeur au top 6 en présence aux gros attaquants de l'équipe. Je pense pas qu'il va avoir nécessairement un impact incroyable offensivement, mais juste un effet de ciment, mettons. Dans les joueurs qu'on aurait aimé voir, je vois que Guillaume, en commentaire, nous souligne un certain Shane Wright, qui ça aurait été plaisant, qui rejoigne la formation canadienne. Il y a le bout où, dans le fond, le commentaire, Guillaume, c'est ou même un Shane Wright aussi qui se fait niaiser encore à Seattle. Je prends la balle au bon pour expliquer un peu ce qui s'est passé avec Shane Wright parce que j'ai vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, sur certains sites web et tout. La nouvelle a été reprise un petit peu tout croche, là, fait qu'on va en profiter pour mettre ça au clair. Shane Wright ne s'est pas fait niaiser en fait par Seattle. Ce qui est arrivé, c'est qu'on voulait profiter en fait, du principe de la masse salariale et de la LTIR, donc la Long Term Injury Reserve, la liste des blessés à long terme. Parce qu'on y a mis Jaden Schwartz sur la liste des blessés à long terme. Donc, on peut maximiser le plafond salarial, on peut dépasser le plafond salarial à la fin de la saison. Et pour encore maximiser l'espace sur la masse salariale, pour acquérir Thomas Tatar, qui a été acquis cette journée-là, ben, on a renvoyé Ty Carty dans la Ligue américaine et on a rappelé Shane Wright dans l'alignement principal. Ce qui faisait en sorte, comme Shane Wright gagne moins cher que Carty, ce qui faisait en sorte que le Kraken avait plus d'espace sur sa masse salariale pour acquérir Thomas Tatar. C'est un calcul qu'on fait à long terme sur la masse salariale projetée pour la fin de la saison. Puis le lendemain, on a retourné Shane Wright dans la Ligue américaine et on a rappelé Ty Carty. Carty qui joue du bon hockey dans la Ligue nationale. Honnêtement, je lisais des commentaires du côté des médias de Seattle puis on comprenait pas trop le move non plus.
Mais le move, c'était une décision administrative uniquement. C'est pas une question de faire des accrocs à Shane Wright. Je suis pas mal sûr que Shane Wright n'a pas bougé de Coachella Valley quand il a été rappelé sur papier. Puis je pense que Ty Carter n'a pas sorti de son hôtel ni de son appartement à Seattle. C'était vraiment un paperwork, comme on dit dans le jargon. Exact. Mais, tu sais, comme c'est Shane Wright, comme il a jeté un regard vers la table du Canadien, vu que c'est le démon en personne parce que il y a plusieurs personnes qui le voulaient au repêchage à Montréal puis qui ont pris Slavkovski. Puis on connaît un peu l'histoire. C'est un joueur polarisant alors que ça devrait même pas être le cas. Ben C'est là, le gars le plus drabe qu'il n'y a pas quasiment. non, c'est ça. Ça n'a pas vraiment rapport que ce soit polarisant, mais tu sais, d'un côté, avec les partisans montréalais, ça l'a été. Bref, la nouvelle a été reprise comme quoi Seattle, dans le fond, avait niaisé Shane Wright. C'est des titres qu'on a vus, là. C'est dernière heure, annonce majeure, Seattle rit encore une fois de Shane Wright. Il y a même eu des articles, parce qu'ils ont rappelé Cole Lind. Il y a des articles qui ont été mentionnés que Seattle riait encore de Shane Wright parce qu'ils ne l'ont pas rappelé, puis ils ont rappelé Cole Lind. Shane Wright, il se développe en Ligue américaine. C'est juste des textes. Ben, c'est ça. Pas ça, des articles. Ben, c'est ça. C'est ce qui s'est propagé sur le web, sur la même compagnie qui a 24 sites. Là. Fait que, tu sais, je vais mettre ça au clair. C'est un peu ça, parce que quand tu le disais ailleurs, les médias à Seattle puis les médias sérieux, tout le monde avait compris que c'était vraiment un move papier. Puis le plan est clair pour Shane Wright, c'est développement dans la Ligue américaine, développement, stabilité pour toute la saison. Puis Ron Francis a complètement mentionné que Shane Wright, le championnat mondial junior, ce n'était plus pour lui. Fait qu'il était sûr qu'il n'allait pas venir. C'est vrai que c'est pas pour lui. Il faut qu'il soit stable dans la même équipe qui joue là toute l'année. Oui, peut-être qu'il va y avoir des petits glimpses dans le national de hockey si jamais ils ont besoin. Mais il ne faut pas qu'il soit dans le junior, après ça, qu'il y avait dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale de hockey. Ça, c'est terminé. Là. Ça scrape son développement. Là, il joue à la même place. C'est parfait. Puis il y en a qui disent que, mettons, il devrait dominer. Ben, non. Il est super bon, mais dans la Ligue américaine, là, quelqu'un qui va dominer, c'est rare en sacrement. Quand ça arrive, comme, mettons, Eric Kulich, c'est parce qu'il est dans une situation qui est vraiment avantageuse pour lui, puis ça fit, t'sais. Ça ne veut pas dire qu'il va dominer la Ligue nationale de hockey. Là. Fait que moi, je suis bien content qu'il soit là, puis j'espère que ça va continuer comme ça pour lui. Ouais, puis on en parlera plus tard de Jiri Kulich, mais tu sais, je veux dire, chaque organisation a sa façon de faire les choses. Fait que tu sais, c'est pas parce que Jiri Kulich y va que forcément Seattle niaise Shane Wright ou, tu sais, je veux dire, la mentalité pour Zach Benson, c'était que le gars, il est utile présentement dans l'alignement des Sabres. On veut le développer en haut. Puis l'entraîneur est satisfait avec le travail qu'il fait dans la Ligue nationale. Puis Eric Kulich, on veut qu'il se développe dans la Ligue américaine, mais il y a peut-être des choses aussi qui se sont passées en coulisses. Là, c'est vraiment pas un jeu de mots, Pascal, ce n'est pas un jeu de mots. Mais c'est ça, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer à notre insu dans le cas de Jiri Kulich. Fait c'est ça, chaque organisation a sa façon de voir les choses. Le CH n'envoie pas Juraj Slavkovski. Pour moi, c'est une bonne décision. Dans d'autres organisations, j'aurais peut-être aimé que Kevin Korchinski y aille. Mais on a décidé autrement. Puis il joue sur le premier power play. C'est ça. Bien mieux l'autre. Exact. Fait que il y a plusieurs façons de gérer la chose. C'est ça. Si on s'attaque purement à l'alignement du Canada, est-ce que tu vois une certaine puissance offensive? Est-ce qu'on est plus dans le talent? Je sais qu'on en a parlé dans notre épisode, là, qu'on résumait un petit peu le camp d'entraînement. Est-ce qu'on est finalement dans une situation où on a une équipe généralement bonne ou on a vraiment axé sur le talent pur dans cette équipe? Moi, je pense pas qu'ils ont axé sur le talent pur, pas tout. Je pense vraiment que c'est plus une équipe complète. Une équipe de série, comme on pourrait dire. C'est vraiment un noyau fort, une défensive correcte. Il y a vraiment les deux profils, des gars hyper offensifs, des gars défensifs. Fait que, je pense qu'il y a quand même des gros bonhommes, on va se le dire. Il y a 6 pieds 7 à l'amoureux, puis 6 pieds 5 pour Warren. 6 pieds 5, pas 6 pieds 5. Puis même en offensive, il y a quand même des gros bonhommes. Oui, Dumais, 5 et 9. Puis, mais après ça, il y a deux gars il y a un gars de 5 et 10, deux gars de 5 et 11. Après ça, c'est pas mal tout en haut de pied. Fait que, je pense qu'ils ont vraiment essayé de construire une équipe stable avec des rôles définis
Fait que j'ai vraiment rien contre cet alignement-là. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont chialé sur l'alignement, qui disaient que ça n'a pas de bon sens, il manque tel joueur, tel joueur, tel joueur, tel joueur, ça va être une équipe de 5e place. C'est correct pour eux autres, mais moi, je pense que c'est une équipe qui va quand même bien performer. Peut-être pas qu'ils vont gagner, peut-être pas gagner 17-2, mais je pense qu'ils quand même vont gagner la majorité de leur match, même s'ils sont dans une division vraiment tough, je crois. Ben, un groupe. Mais tu sais, ça, c'est à chaque année. Là, à chaque année, on regarde l'alignement puis on dit que ce sera pas suffisant. Puis, il y a tellement un gros bassin. Je veux dire, c'est sûr qu'on aimerait voir des gars. Je sais que le retranchement de Jagger Furcus a fait un petit peu jaser, mais les deux, on n'est pas tellement fans de lui. Puis, pour ce qu'il apporte offensivement, ben c'est la seule chose qu'il apporte, c'est des points puis de l'offensive. Il y a plus ou moins un respect du système, puis contre de la grosse adversité et tout, puis dans un alignement qui a déjà du talent, j'ai l'impression que c'est juste one of the guy, pas plus. Là, fait tant qu'à ça, j'aime mieux Crystal qui n'est pas là, puis j'aime mieux Dumais. Ah ben moi, tu vois, ben Crystal, il était blessé quand même cette année, puis c'est sûr que talent pur pour talent pur, je pense pour Crystal aussi, mais je suis pas plus surpris qu'il soit pas là. Je fais juste une échelle. Furcus, Crystal, Dumais. J'aime mieux voir Dumais, puis il est là. Oui, ben, c'est parce que Dumais, au moins avec son intelligence, il va pouvoir être capable de suivre un gars comme Macklin Celebrini, mettons. Plus d'intensité aussi. En tout cas, je trouve vraiment que ça s'est amélioré chez lui, ça. J'ai hâte de voir pour l'attaquant de la LHJMQ, dans le passé, c'était tout le temps une question de points uniquement, puis on mettait en doute un petit peu son implication sur le jeu. Mais comme je viens de dire, moi j'ai vraiment l'impression qu'avec son intelligence puis sa façon de se placer dans la zone offensive pour être menaçant constamment, avec un gars comme Celebrini, ça pourrait faire des solides flamèches, là, pour vrai. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Je pense que dans les matchs hors concours, ils ont joué ensemble, là, si je me trompe pas. Oui, je me souviens bien, ils ont joué ensemble. On a Pierre-Luc sur Patreon qui nous demande, Pascal, ce serait quoi notre top 6 offensif pour le Canada? C'est sûr que je vais voir Celebrini là. Je sais pas pour toi, là. Mais ouais, Celebrini, Savoy, Jaeger, Woods. Il y a beaucoup de candidats à un bon troisième trio. C'est ça qui est talent. Ouais. Des bons candidats à compléter un duo offensif. Fait que, c'est difficile de vraiment identifier, je pense, 6 gars pour le top 6. Beck va probablement être le troisième centre. Même si t'as Minton, même si t'as Poitras, même si t'as Rakoff. Fait que t'as quand même t'as Danielson. Fait que probablement que Danielson va être deuxième centre. J'ai pas regardé les aliments ou ben whatever, là, ce qui est arrivé dans les matchs hors concours. Là. Mais Celebrini va être premier centre. Je suis pas mal sûr de ça. Écoute, je te dirais que je regarde la composition des trios aujourd'hui dans le match hors concours. Oui. On a employé Poitras comme premier centre, Celebrini comme deuxième, Jagger troisième, Beck quatrième. Puis honnêtement, je suis pas tellement en désaccord. Tu sais, j'inverserais peut-être, moi, le trio, Connor Geeky, Mathieu Poitras puis Mathieu Savoy, je mettrais ça comme deuxième trio. Puis j'aurais monté un trio comme Minton, Celebrini puis Dumais comme premier, mettons. J'aurais peut-être inversé les deux. Mais moi, personnellement... Ça va bouger, sérieusement. Il y a beaucoup de gars qui peuvent remplir pas mal de rôles. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ça. Tu sais, on le sait, le Canada veut avoir des trios équilibrés. Ils veulent être bons du premier au quatrième trio. Puis, tu sais, je regarde l'alignement, puis ça peut vraiment s'interchanger. Ce que j'ai de la misère à expliquer, par exemple, c'est un gars comme Carson Rakoff. Moi, je mettrais ce gars-là avec Celebrini puis Dumais, sa première ligne. Ouais. Juste pour ses habiletés de tireur. T'sais, Dumais est capable de faire circuler la rondelle, de feeder ses coéquipiers. Celebrini peut contrôler le jeu aisément, mais ça prend un gars qui soit capable. Dans le podcast Le Temps d'arrêt, quand je suis allé parler du championnat mondial junior, je soulignais le nom de Matthew Wood, mais il joue à droite, fait que ça ne fit pas vraiment avec Dumais. Je pense qu'un gars comme Rakoff pourrait muter du centre vers la gauche, puis au moins pour être
un gars qui utilise son tir, parce que là, avec Minton, tu sais, oui, Minton, il peut fournir de l'offensive, mais il est là pour son jeu un petit peu rugueux et tout. Mais j'aimerais ça avoir un gars finisher sur ce trio-là, me semble. Puis Rakoff, il était exclu. Dans le fond, il était 13e attaquant aujourd'hui dans le match hors concours. Ouais. Et Rakoff, ce qu'on déplore des fois aussi, c'est sa constance dans son effort dans aller devant le net. Cette année, c'est un peu moins pire, mais peut-être que dans les pratiques ou matchs hors concours, ça a été un peu moins intéressant. Ça se peut très bien que c'est à cause de ça qu'il soit pas sur un trio avantageux. Mais je m'attends à ce que ça bouge quand même au niveau des trios là, dans les matchs préparatoires ou les matchs de groupe. Là. Fait que j'ai bien hâte de voir, là, mais c'est sûr que moi, j'aurais aimé ça quand même voir. C'est Celebrini du Dumais, je pense que c'est quand même un bon duo. Là. Mais Ouais. Jaeger, j'aimerais ça voir Jaeger avec un gars comme Celebrini, personnellement. Mais c'est bon. Voilà. C'est juste qu'il faudrait qu'il le place à l'aile. Ouais, Place Celebrini à l'aile, mettons. Ou... ouais, je pense pas que ce soit un problème, là, mais. Non, non, c'est Ouais. ça. Ça Probablement ça devrait qu'ils vont bien faire. aller. Mais écoute, Même si c'est parce que je pense que tu soulignes un bon point, par exemple, Pascal, c'est la capacité d'aller travailler devant le filet. Puis effectivement, tu sais, je regarde les trios présentement, puis chaque trio, ils ont un gars qui est capable de faire ça. Ouais. Tu sais, là, Poitras peut le faire, mais Geeky peut aisément le faire avec son gabarit. Il va aller se poster devant le filet. Je pense que ça va être son rôle. Ouais, sûrement. Sur le deuxième trio, tu as Fraser Minton qui va clairement faire ça. Puis sur le troisième, tu as Easton Cowan qui va faire ça aussi. Ouais, il est pas déplaisant, Carwin. Je pense que c'est un tournoi que le monde va vraiment aimer. Puis les partisans des livres vont être tannants. C'est correct. Ils ont le droit d'être fiers pour une fois. Pas pour une fois, il y a quand même nice. Là. Ils ont quand même le droit d'être fiers d'avoir des bons petits prospects. Owen Beck, je m'attends à un rôle plus effacé. Je m'attends à peut-être des réactions un petit peu du côté des partisans des Canadiens, mais il faut comprendre que Owen Beck, oui, il est capable d'être offensif. Oui, il pourrait jouer sur un deuxième trio ou un troisième, ou il pourrait être un centre offensif. Mais il a tellement une qualité importante dans son jeu qui sont les mises en jeu puis qui sont son travail sur 200 pieds que malheureusement, ce gars-là va être sur une chaise de quatrième trio, puis il va faire très bien la job. Il va être constamment contre les meilleurs trios adverses. Fait que j'ai l'impression, puis tu sais, du moment que tu veux donner un break à tes gars, t'envoies le trio à Beck contre une unité un petit peu plus faible, puis il est capable aussi de fournir de l'offensive. Fait que je pense qu'on peut comprendre un peu le rôle de Beck dans cette équipe-là. Ouais, puis il va peut-être, il pourrait en montrer plus aussi offensivement pendant ses présences, qui va faire en sorte qu'il va gagner du galon dans l'alignement. C'est le genre d'affaires qu'il serait capable de faire. Parce que cette année, je trouve qu'il triche un peu plus vers l'offensive. J'en parlais dans un texte qui va sortir prochainement. Il triche un peu plus vers l'offensive pour justement cumuler les points puis montrer qu'il y a de la polyvalence dans son jeu. Je pense pas qu'il un centre de premier trio dans le national de hockey, mais je pense qu'il y a plus de talent offensif qu'on aurait pu penser à son repêchage, mais je pense qu'il y en a moins que lui pense. Bref. Mais j'étais dans ce tournoi-là, ça va être d'être physique quand même, parce qu'il a beau être 6 pieds, il est quand même 190 livres, il est capable d'être physique, capable d'être intense, il a un bon patin, il a un bon tir, un gars hyper responsable, très bon dans la mise en jeu. Fait que, pour un entraîneur, ce gars-là, c'est juste c'est un killer, dans le fond, pour certaines situations vraiment importantes. Fait que, c'est important. Même si c'est un centre de quatrième trio, il va être vraiment important. Puis il peut jouer aux ailes aussi. Fait qu'il va pouvoir se greffer à n'importe qui dans le top 6 ou le top 9. Puis tu sais, je fais du pouce sur ce que tu viens de mentionner. Face-off hyper important en zone défensive en fin de match. Tu veux envoyer des éléments importants à sa patinoire. Mais tu as Jaeger et Poitras qui viennent faire des gros chiffres juste avant. Puis tu serais peut-être rendu à l'unité de Celebrini. Il y a des Christy de bonne chance que tu envoies Owen Beck prendre la mise en jeu. Tu mets Celebrini à l'aile, Dumais à l'aile. Puis dès que le face-off sort de la zone, Beck va venir changer. C'est ces situations-là, je pense qu'on va voir. C'est très moderne comme façon de jouer au hockey. Ça arrive depuis des années, là, mais ce genre de joueur-là est important pour une équipe. Exact. Tu sais, je me rappelle pas dans quel hebdo CH que j'avais écrit ça, mais il y a une semaine, c'était incroyable. Beck, je pense qu'il avait fini un match avec 30 coques mises en échec, mises en jeu de prise. Et puis, je pense qu'il était à 80%. Ça avait aucun sens. J'ai relu voir la stat pour voir. C'était vraiment ça. Ça n'a aucun sens à quel point il est dominant dans un set de mises en jeu au niveau du junior. Puis même dans le national de hockey, quand il a joué des matchs, les mises en jeu, il a gagné. Fait que, tu sais,
je sais pas à quel point il va être dominant là-dedans dans le hockey professionnel, mais il a un talent, c'est incroyable. Tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose que je regardais beaucoup quand je scoutais avant. Mais quand je me suis mis à scouter lui, c'était comme Christy il est à 63% depuis 2 saisons. Ça n'a aucun sens. C'est gros. Il était tout petit en plus. Il a pris du poids beaucoup, mais c'est pas le plus fort, mais il a les jambes comme des troncs d'arbres. Ça l'aide vraiment beaucoup. Sa technique, il est juste Ouais. vraiment dominant. Puis il l'a encore cette année quand il prend des mises en jeu. Écoute, j'ai hâte de voir. N'importe quel entraîneur va faire genre, c'est du cheap labor, vraiment vraiment le fun Eh pour oui. les mises en jeu. Là, ça, il va être bon. Ça va être le fun, c'est tout. Défensive du Canada, ça va être pesant, honnêtement. C'est quand même assez pesant en arrière. On a des défenseurs qui sont aussi capables de bouger très bien la rondelle. Dans les matchs préparatoires, Luno n'a pas joué. On en déduit que ça va être vraiment le corps arrière, la tête d'affiche un peu de la brigade Ouais. défensive. Qui tu penses, dans le fond, tu sais, qui pourrait être exclu. Là. Moi, j'irais peut-être soit avec Jake Furlong ou Oliver Bunk. Là. Je sais pas trop comment tu vois ça, mais je pense que si j'avais une préférence, je garderais Bunk dans l'alignement pour sa polyvalence. Mais qui tu vois être un petit peu le septième défenseur de cette formation-là? Warren. Je suis vraiment pas un fan. Je suis pas, c'est pas que je suis pas un fan, mais je pense qu'il va être un peu plus effacé, mettons, parce qu'il y a 4 droitiers. Fait que, tu sais, je pense pas que Bong va être de côté. Je pense qu'il va avoir un bon rôle. L'amoureux, il va probablement être sa deuxième, troisième paire. Luno va être sa première. Fait que je pense que Warren va avoir encore une fois des rôles vraiment précis pour emmener de la. Tu sais, après un gros chiffre adverse, tu l'amènes, tu sais, puis, en défensive, en piqué, fin de période, puis tout, tu sais, pour le garder frais. Je pense que c'est le genre d'affaire qui va pouvoir aider l'équipe. Si c'est autre personne que lui, tu sais, Furlong aussi, je l'aime moins, mais vu que c'est un gaucher, puis il y a juste 3 gauchers, je me suis dit que ce serait pas lui qui allait être le septième. Ouais, moi, je pense que depuis son année repêchage, je l'aime beaucoup, là, Noah Warren. Puis je Ouais. pense qu'offensivement, on n'a pas encore vu. Là, il a été blessé, là, mais je pense qu'on n'a pas encore vu l'étendue de son upside. Mais c'est ça, j'ai de la misère à tout le temps le mettre dans les exclus. Là. Un profil comme lui, je trouve ça intéressant. Il frappe dur en plus. Il frappe Ouais. plus dur, je trouve, que l'amoureux, là, mettons. Là, Oui, l'amoureux ouais, il est utilise pas mal plus vraiment agressif. Là. il est plus agressif. Puis, je trouve que l'amoureux, c'est plus. Il joue plus du bâton, mettons, que des épaules. Là. Fait que c'est pour ça que je trouvais que cette qualité-là de Warren, je la retrouvais pas dans aucun défenseur présentement dans l'alignement. Fait que c'est C'est pour pour ça ça que j'ai de la que, misère à le tasser un petit peu. c'est pour ça que je dis qu'il a des petits rôles précis de casser Ouais. le momentum. Ouais, puis dans les matchs préparatoires, là, c'est ça. Luno était exclu, mais tu avais Denton Matechuk avec Maverick Lamoureux, Jake Furlong avec Oliver Bong, puis Tanner Molendyk avec Noah Warren. Je pense que les gars offensifs comme Matechuk, Molendyk et Luno vont clairement être jumelés à des gars comme. Ben, moi, dans ma tête, c'était Lamoureux, Bong et Warren, là, mais j'ai comme l'impression que, c'est ça, il y a peut-être Furlong qui va rester. Là. Il était quand même sur la Ouais. deuxième unité. Là. Ils vont tous jouer de toute façon. Ouais, c'est ça. Il va y avoir des rotations et tout. Chez les gardiens de but, par exemple, c'est plus dur à dire. Moi, je pense que ça va être Ratslav jusqu'à preuve du Ouais. contraire là, mais c'est ça. J'en parlais avec Étienne dans le podcast du temps d'arrêt. Puis, Ratslav, ça n'a pas été facile. C'est pas facile cette année. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de statistiques gonflées par le fait que Seattle ont été excellents dans les dernières saisons. Ils partageaient le filet avec Tomas Milic. Là, il y a plus de tâches cette année. Puis, Seattle est moins bon. Je pense que son rendement est un petit peu moins bon. Ouais. Mais forcément, je pense que ça va être quand même l'homme de confiance devant le filet. Là. Au début, Moi, en je tout cas. pense aussi. Moi, je pense aussi que ça va être lui. Puis, il y a quand même une bonne équipe complète devant lui. Fait que je pense pas que ça va être pas si difficile que ça, mais je pense que ça va quand même bien se passer pour lui ou pour n'importe quel gardien, parce que c'est quand même 3 gardiens qui sont quand même solides au niveau du junior. Puis, dans une certaine mesure, Mathis Rousseau, tu sais, comme je dis, dans une certaine mesure, mais ça me fait penser un peu au cas de Jacob Fowler, puis on va en venir plus tard, mais Mathis Rousseau, je pense que c'est un gars assez gamer pour Ouais, c'est un gamer. justement voler le filet à Scott Ratzlaff. Là, j'ai couvert la finale entre les Remparts et les Moussets l'année passée, puis
Patrick Roy, lui, tout ce qu'il faisait dans ses points de match, c'était. Ah, le goaler, l'autre bord, n'a pas été si bon. Pas si bon. C'est pas impressionnant. T'sais, il arrêtait pas, là. Moi, j'étais là. Il sait tellement qu'est-ce qu'il fait là, quand il dit ça. Là. Patrick Roy, ça a l'air qu'il a eu une pas pire carrière pareil. Là, fait que, Ouais, il sait un peu qu'est-ce que ça prend pour essayer de déstabiliser le gardien. Puis tout de suite après, tu recevais Mathis Rousseau sur le point de presse. Puis il était zéro déstabilisé. Puis lui, c'était faisait ses petites affaires. Il était concentré et tout. Puis il sortait des gros matchs dans la série, honnêtement. Puis les remparts, c'était une bonne machine de hockey. Là. Fait que je serais pas surpris quand même que Rousseau, justement, si on lui donne le filet, qu'il donne des arguments à son entraîneur pour le garder là. Ah, et puis tu sais, parce que Patrick Roy veut pas, on le voit tout venir avec sa game mentale. Il ressemble beaucoup à une belle-mère que t'as eu. Fait que il m'impressionne pas bien. Le Canadien vient de se faire scorer Boldy, Rossi puis Kaprizov. Pas dégueu comme petit jeu. Ouais, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Passons toujours dans le groupe A, passons à la Suède. Belle formation cette année encore pour la Suède. Est-ce que tu crois qu'il va manquer peut-être un petit peu de stabilité en défensive? Moi, c'est quelque chose qui me rend perplexe un peu sur les performances de la Suède cette année en défensive. Beaucoup de talent offensif en défensive. Peut-être moins de stabilité en défensive. Je me trompe-tu? Ouais, je pense que tu te trompes pas. Noren aussi qui a été blessé. Ben, je sais pas s'il est blessé, mais il s'est fait ramasser par Frank Nazar de third aujourd'hui dans les matchs préparatoires. Mais oui, en effet, Willander, je pense qu'il est plus complet. Parce qu'il a vraiment travaillé là-dessus cette année. Je pense qu'il est un peu plus complet qu'il l'était l'année passée. Sandin Pelika, il est vraiment juste dominant. À son âge dans SHL, sérieusement, il impressionne beaucoup. Salomonson, c'est un gars qu'on a toujours apprécié quand même. Pedersen, sa progression est vraiment intéressante depuis son repêchage, mais je pense pas qu'il faisait tellement des revirements, ça n'avait aucun hostige de bon sens dans son année de repêchage. C'était tellement dégueulasse à regarder. Là. Fait que, j'ai beaucoup de points d'interrogation aussi. Mathias Havlid n'est pas mieux. C'est un gars hyper habile avec la rondelle, mais il fait tellement des erreurs. Anton Johansson est très bon aussi. Il joue avec... je pense que c'est lui qui joue avec Frunda. Je me souviens bien. C'est lui qui... En tout cas, c'est pas grave. J'ai comme pas son équipe à côté. Je me souviens bien, oui. Mais une grosse défensive quand même. Oui, il y a quelques petits défenseurs qui sont plus offensifs, là, mais je pense que tu as un bon read sur le... On ne sait pas on sait pas leur tenue. Dans le fond, ils ont perdu 5-3 aujourd'hui. Ils menaient 5-2. Ils menaient 2-0. Là, ils ont perdu 5-3, puis ils sont fait complètement rouler dessus par les États-Unis. Je pense que c'est le genre d'affaire qui pourrait arriver. Puis on l'a dit dans le dernier épisode, la Suède, c'est cette liste-là d'espoir depuis 2-3 ans, ils choke. Tu disais souvent qu'ils jouaient à la hauteur de leur adversaire. Si l'adversaire était flat, il était flat. Puis bien, ça démontre peut-être un manque de leadership. Je ne sais pas si ça va être ça encore cette année. Mais j'ai quand même hâte de voir. Au niveau des défenseurs, les gardiens de but, je ne les connais pas, sérieusement. Il y en a un de 6 pieds 6 quand même, qui joue dans USHL, qui appartient au Sénateur. Je ne sais pas lequel va être le premier gardien de but, je ne les connais pas, fait que je ne peux pas vous le dire. Là. Mais honnêtement, ça risque d'être Hugo Havlid. Si je me fie à l'utilisation des gardiens dans les derniers tournois internationaux, c'est pas mal tout le temps Havlid qui est le gardien numéro 1. Mais je dis ça sans même savoir vers qui on va pencher. C'est un feeling. Fait que j'ai quand même hâte de voir, mais les Karamaki, Oslund puis Ugrin, ça va être... j'ai hâte de voir Ugrin. Puis Philippe Bysted, je l'ai regardé cette année pour un rapport. Puis il était trop loin dans ma liste. À son année de repêchage. Pascal! On le voyait dans les championnats, dans le fond. Ça allait super bien. Mais quand il arrivait dans sa ligue, c'était plat à regarder. Puis cette année, ben, il est juste la meilleure version de lui-même. Oui, encore un peu soft, mais très, très européen. Mais le gabarit, la portée, la protection de rondelle, le tir, tout est là. J'ai comme... Merde! Ouais, c'est le genre de joueur que je suis quand même, je l'avais pas non plus 10e, mais je l'avais dans ma première ronde, c'était 30 ou 32, je me souviens pas. Je l'avais fin première ronde, puis
C'est un gars qui avait sorti de ma première ronde momentanément dans la saison. Il était revenu à la fin de la saison. Moi, c'est un gars que je suis quand même content justement d'avoir persisté sur le profil et non d'axer un petit peu sur les performances parce que oui, ce que je soulignais dans le guide, c'était que c'est un gars qui était capable d'être très soft pendant la game, mais qui a tellement des habiletés individuelles intéressantes, puis un gabarit intéressant, puis il sait très bien s'en servir. Fait que j'avais comme fait confiance à ça. Fait que je suis quand même satisfait pareil pour l'instant Euh, de sa progression. Là, je suis bien satisfait. Puis j'ai hâte de. Justement, on en parlait en début d'épisode. Des joueurs qu'on a hâte de revoir pour un peu reprendre le fil de la progression dans une certaine mesure parce que ça reste un tournoi international. ouais. Mais Philippe Bysted, c'en est un là, que j'ai hâte de revoir. Là. J'aurais aimé ça que Noel Nord soit là, qui connaît quand même une bonne saison dans les circuits professionnels en Suède, la Allsvenskan. Puis je pense pas qu'il joue dans la SHL, mais la Allsvenskan, ça va quand même bien pour lui. Puis Anton Wahlberg est là, un gars que j'avais dans ma première ronde, que j'aime particulièrement. Donc, ça va être une équipe intéressante, mais je pense pas qu'ils vont être sur la première marche. Je pense pas qu'ils vont se battre pour le bronze. C'est une équipe qui va se faire brasser, moi, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça qui est arrivé dans les 3 dernières années, ils se sont fait brasser à fond. Puis tu viens de souligner le nom de Noel North, mais c'est un gars que lui, je me souviens, il allait dans le trafic puis il était capable de jouer cette game-là. Là, tu te retrouves avec Anton Wahlberg qui est capable de faire ça dans les joueurs que je connais un petit peu plus. Là. Le reste, c'est beaucoup de finesse, beaucoup d'habileté, mettons, des tirs élites ou de la vision élite, mais rien de rugueux nécessairement. Euglen est un peu rugueux, mais pas le gars qui va plaquer par coup. Ouais, c'est ça. Ne l'est pas. Stanberg ne l'est pas. Rotzlaff, je pense que tu connais un peu plus que Rotzlaff. En tout cas. Rotzlaff, non, c'est un gars de finesse, là, me semble, de mémoire. C'était pas. C'est un gars d'énergie. C'est un gars d'énergie, mais pas un gars qui va aller brasser. C'est pas un gars qui va déplacer des Mavericks Lamoureux et des Noah Warren devant le filet. Là. Ça, c'est sûr que non. Homme peut être physique, mais il est rarement quand même. C'est plus un gars complet. Fait que, je pense que tu as raison, qu'ils vont probablement se faire brasser. Puis qu'Elias Peterson en défensive va avoir de la grosse job à faire pour être capable de s'imposer. Là. Ça va être probablement le Cronval de cette équipe-là cette année, s'il veut vraiment être physique. Mais ils n'auront pas les armes pour répondre. Ils vont y aller avec la rapidité. On verra ce que ça va donner. Je pense que ça va quand même donner des bons matchs là. Offensifs, je pense. Là, ça va être intéressant à suivre. Là. C'est un gros tournoi pour Jonathan Lekerimaki, à mon avis. Là. Oui, au monde, ouais. Il y a beaucoup déçus dans son post-repêchage. Il y a eu la mono, il y a eu des blessures. Il est vraiment bon, sérieusement. C'est il est solide cette année. Il y a beaucoup de contexte à mettre autour de ses performances post-repêchage. Puis là, cette année, il joue du gros hockey. Sauf que la majorité des gens, ce qu'ils ont en mémoire, c'est les tournois internationaux. Puis au championnat mondial junior, Lekerimaki, il a été à chier. C'était pas beau. Là. Il était pas à la hauteur du talent que ce qu'on a vu, même à son année repêchage. Fait que ça va être vraiment un gros tournoi pour lui, un gros statement à faire. Je sais que du côté des médias de Vancouver, ils suivent un peu plus la saison des espoirs, évidemment, des Canucks. Puis les Kirimaki, ils savent qu'ils progressent bien puis que ça va bien cette année. Mais aux yeux du partisan régulier, même, moi, je sais qu'il va bien, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu jouer, là, honnêtement. Là. Il y a tout le temps l'Astérix à côté de son nom. Ouais, c'est ça. Mais moi, cette année, je ne l'ai même pas vu en action. Je sais que ça va bien, mais je ne l'ai pas vu. Fait que j'ai hâte de le voir, justement. Qui me prouve que j'ai bien fait de le mettre dans mon top 5 là, au repêchage. Il était dans mon top 10, je pense, 7 ou 8 en 2022. Puis oui, ça demeure un petit joueur, mais tranquillement, pas vite, il va prendre du poids. Puis il va s'ajouter à une équipe qui est très offensive cette année. Donc probablement plus l'année prochaine qu'il va commencer à jouer dans la Ligue, pas la Ligue nationale, là, mais la Ligue américaine. Donc, je commence à avoir hâte de le voir jouer aussi de ce côté-ci, parce que là, dans SHL, il a pas mal fait le tour. Dans le fond, il pourrait encore plus dominer, parce qu'il va plus vers l'extérieur, mettons, parce qu'il n'y a pas d'affaire à être dans le trafic. Mais il joue vraiment bien. Il contrôle le jeu, il est rapide, son tir est là. Il crée des jeux pour ses coéquipiers. Ça va vraiment bien pour lui. Je suis content. C'est plus Oslund que j'ai pas encore vu jouer
nécessairement beaucoup cette année. Glenn, j'ai regardé jouer un peu. Il était blessé, je pense. C'est ça qui m'élève un peu. Là. Donc, lui, j'ai hâte de voir dans son tournoi sérieusement. Parce que si le monde s'en souvient bien, Glenn, je l'appréciais quand même pas mal. On continue notre tour du groupe A avec les équipes principales. La Germanie, l'Allemagne, c'est pas j'ai le site à côté en anglais. L'Allemagne et la Lettonie, à part Sandis, Villemanis, puis Paul Meyer peut-être du côté des Allemands. Je pense pas qu'il y ait grand joueur Non, puis à c'est surveiller. quand même des équipes que je vais regarder quand même pour justement me faire une tête sur certains espoirs. Mais je ne vais pas, mettons, full m'attarder sur eux autres comme Non, la non, c'est ça. plupart du temps, sauf qu'ils ont vraiment des joueurs comme Stützle puis Peter Cup, ça fait long. Exact. Fait qu'on va passer tout de suite, dans le fond, à la Finlande. La Finlande Yes. qui auront plusieurs joueurs, plusieurs joueurs du repêchage 2024. Fait que ça va être vraiment une formation, moi personnellement, que je ne voudrais pas manquer de match pendant ce tournoi-là. Non, c'est clair. Puis, tu sais, moi, le joueur que je vais regarder le plus, c'est Veeti Väisänen, parce qu'il m'a déçu dans la Liga. Je reconnais le potentiel, la force, la puissance de ce gars-là, le tir, mais les décisions sous pression, c'était dégueulasse. Fait que j'ai hâte de le voir contre l'élite de son âge, comment ça va. Puis si, je pense que j'ai fait un rapport à Mike au début de l'année, puis je le mettais en 4e ronde. Genre. C'est juste sur les matchs que j'ai regardés, même si je connais son potentiel, sur les matchs que j'ai regardés, c'était dégueulasse. Fait que là, je vais vraiment le regarder précisément dans ce tournoi-là pour savoir si ça va bien. J'espère juste qu'il ne va pas se blesser. Ça serait le bout de la merde. On va toucher du bois. Ouais, parlant de blessés, un bon absent dans la formation en Aaron Kiviariou. Ouais. Un petit peu décevant. J'aurais aimé ça le voir dans ce contexte-là, considérant son début de saison un petit peu difficile en Liga. Sinon, en défensive, il y a plusieurs éléments que j'ai hâte de retrouver, dont un certain Otto Salin qui m'avait bien plu, honnêtement. Je pense que je l'avais même pas classé, là, pour vrai, Non, Salin, mais il n'était pas nécessairement d'être cassé dans un top 60 ou un top 50. Là. Non, c'est ça. Mais c'est un gars que je vais quand même apprécier revoir. Mais c'est surtout en offensive. En offensive, là, il y a des joueurs qui nous ont déçus dans le passé. On l'a souvent dit dans les podcasts sur le TSLH podcast. Les Finlandais trouvent le moyen un peu de nous décevoir. Puis tu sais, on n'est clairement pas les seuls à être déçus par les performances des Finlandais au repêchage parce que souvent, les candidats du côté de la Finlande sont discutés pour être des choix de première ronde un an avant. Puis on arrive à l'année de repêchage, puis c'est des gars qui sortent en deuxième. Puis parfois ils restent en première ronde, mais ils sont sélectionnés plus bas que ce qui était projeté avant. Fait que, clairement, même dans la Ligue nationale, les recruteurs sont un peu. Ils restent un peu tièdes sur les performances de certains joueurs. Puis c'est un gars comme Kasper Altunen que j'ai bien hâte de revoir. Moi, j'adore. Les matchs que j'ai regardés de London cette année à cause de Sam Dickinson, j'adore le jeu de Kasper Altunen présentement. Il y a du chien, il n'y en avait pas. C'est ça. C'est le fameux là, power forward avec un solide tir qu'on projetait comme au début de la saison de son année repêchage puis l'année d'avant. Ce qui s'est perdu pendant son année repêchage. Là, on retrouve ça. Là. Fait que j'ai hâte de le voir dans un contexte où ça reste un jeune vétéran de cette équipe-là. Il est allé chercher de l'expérience du côté du hockey nord-américain pour parfaire justement ce style de power forward-là. Fait que moi, j'ai hâte de le revoir dans ce tournoi-là, là, clairement. Là. Ouais, j'ai même vu dropper les gars, je pense, à London. Fait que, ouais, c'est un des joueurs aussi qu'il va falloir regarder, c'est sûr et certain. Il y a Aminaho aussi qui produit pas mal dans la Liga cette année, qu'il va falloir garder un œil dessus. Moi, j'aimais beaucoup Yessi Kiskinen. Fait que je vais sûrement le regarder un petit peu. Kansta Elenius et Emil Hemming, clairement deux cibles à regarder. Ouais, Elenius et Hemming, c'est clair, qui vont être les plus discutés. Je ne sais pas si Hemming va réussir à se faire une place dans le top 6 ou top 9, mettons. Mais je pense qu'Elenius doit déjà avoir sa place, là, sérieusement.
Donc, il va falloir vraiment garder ça en tête. Hemming, retenez que c'est un gars qui a un shot incroyable, qui a vraiment beaucoup de qualité athlétique, mais qui manque un peu de constance. Mais Elenius, il a tout. Fait que vous allez sûrement l'aimer. Puis, d'après moi, il y en a plusieurs qui vont espérer que ce soit le choix du Canadien de Montréal. Avec raison, honnêtement, c'est un joueur qui est excellent. Il est capable de contrôler l'offensive. Puis bon sur 200 pieds, même si, parce que je l'ai revu récemment, même si au début de l'année, moi, j'aimais pas son jeu défensif, ce qui a coûté quelques rangs dans mon ranking. Mais j'ai vu en 2 matchs plus récents, j'ai vu un peu ce que vous parliez là, pendant le top préliminaire. Là. Mm. J'étais peut-être juste pas rendu à cette batch de matchs-là. Mais là, je suis Non, rendu là, dans c'est ces ça, bons matchs. tu disais que tu étais en septembre, puis c'est vraiment à partir de la mi-octobre qu'il a Ça. commencé à mettre la pédale au plancher. Là. Un nom aussi, je pense qu'on doit souligner. On pourrait name-dropper tous les joueurs. Là, Ouais. honnêtement, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup de joueurs repêchés aussi au niveau de la Finlande. Alexandre Terry, Keskimaki aussi qui est là. C'est des joueurs qu'on a parlé dans le passé. Fait que ça va être le fun de suivre la progression. Pendant le tournoi en janvier, peut-être vers la fin, là, vers les finales, on risque de faire un podcast justement d'analyse sur Ouais, qui je pense aussi. nos surprises, puis qui on a trouvé qui s'était le plus démarqué et tout. Euh, mais je pense qu'un nom à surveiller dans ce tournoi-là, moi, c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup regarder cette année. C'est Rasmus Kumpelainen, qui joue avec Beckett Seneca. Ouais. Moi, j'aime vraiment beaucoup son jeu. C'est un joueur de 6 pieds 3, 203 livres. Puis, il est Oui. vraiment mobile. On le voit tout le temps sur la glace. Oui. Oui. Lui, il est parfait là, pour le hockey nord-américain là, présentement à Oshawa. Là. Il est excellent. Il a 18 ans. Il est sur son année 18 ans, en fait. Il roule à 1 point par match, 14 buts, 13 passes. C'est un choix de deuxième ronde pour le Wild. Fait que ça va être vraiment un joueur à surveiller. C'est un profil de Finlandais un petit peu plus rare dans un peu le moule de Kasper Altunen, justement. Là, fait que j'ai bien hâte de le voir à l'œuvre, lui aussi, au tournoi international. On va sûrement en parler aussi après. J'ai hâte de voir où tu vas être classé, la Finlande. Ouais. Ça sera plus tard. Mais pour l'instant, il y a Guillaume qui demande est-ce que ça passe ou ça casse pour Émile Vigny dans ce tournoi? Euh, Reste à savoir s'il va garder les buts, premièrement. Je pense que c'est Nicolas Coco qui va hériter Ouais. du filet. Euh, Si c'était juste de moi, Vigny serait le troisième gardien là, présentement. Là. Noah Valley serait avant lui, mais Valley, je l'ai regardé l'année passée, puis c'était un bon gardien, mais je ne l'ai pas classé dans mon top 10 des meilleurs gardiens l'année passée. Fait que, mais tu sais, Vinny, c'est difficile cette année. J'en ai parlé dans des podcasts précédents. C'est pas un gars qui s'est classé dans mon top 32 pour le début de la saison, malgré le fait que j'aime beaucoup ce gardien-là. J'espère au moins le voir en action 1 ou 2 fois, que ce soit dans des matchs hors concours ou des matchs préliminaires ou peu importe. Je veux le voir en action pour m'enlever un peu cette idée-là là, que Vinny présentement, c'est Ouais. pas évident. Là. Je veux le voir avoir des bonnes performances contre des joueurs de son âge. Ouais, il y a tout le temps des bonnes performances contre les joueurs de son âge, donc on va se croiser les doigts. Parce que moi, c'est comme ça que je l'ai connu, dans le fond, dans les tournois internationaux. Fait que j'espère qu'il va aller chercher un peu de momentum dans le tournoi. Seagull. Ouais. Exact. Alright, ça fait le tour pour le groupe A. Veux-tu qu'on fasse des prédictions, Pascal, selon les groupes, ou on y va à la fin tout simplement or, argent et bronze? On peut aller à la fin, au pire. Parfait. On va y aller comme ça. Fait que groupe B. Groupe B. On va passer tout de suite aux États-Unis. On commence en force. Les Américains qui étaient en action, on le disait tout à l'heure, contre la Suède en match hors concours. Comment trouves-tu la formation américaine? J'y vais un peu large, puis on va lancer la discussion là-dessus. Comment trouves-tu l'équipe américaine cette année? Meilleure version de la Suède.
Non, je trouve vraiment que c'est une bonne formation. Ils sont solides devant le net, ils sont solides en défensive, ils sont solides en offensive, ils ont du punch élite, ils ont des gros joueurs quand même, ils ont des gars mobiles. Il y a peut-être qu'il pourrait avoir une plus grosse défensive, mais je pense qu'ils vont vraiment miser sur le talent. Je pense vraiment que ça va être ça, le nerf de la guerre pour eux autres. T'sais, c'est juste des joueurs qu'on a aimés, quasiment. C'est juste des joueurs que. Tu sais, Gavin Brindley, même s'il était, mettons, un peu loin sur ma liste, c'est pas grave. C'est un joueur que j'apprécie quand même. Cutter Gauthier, même affaire, il y a tellement une bonne progression que j'ai hâte de voir dans ce tournoi-là s'il va encore ressortir. Isaac Howard, je suis pas un fan, mais c'est le genre de joueur qui pourra ressortir offensivement. Ryan Leonard, on n'a pas besoin d'en parler. McWarty, même chose, c'est un joueur qui était vraiment aimé au TSLH Espoir. Oliver Moore, il y en a qui l'aimaient un peu moins. Les gars du sud du Québec l'aimaient un peu moins. Mais quand même, on apprécie ces genres de joueurs un peu comme Owen Beck qui va amener de la défensive, qui va amener du dynamisme sur la glace. Nazar, il a amené du physique aujourd'hui dans le match. Ouais. Perrault d'offensive, Smith. Il y a des trios qu'on connaît bien qui vont jouer ensemble, qui vont amener l'offensive à profusion, donc ça va être malade. Si tu rajoutes la défensive en plus, puis les gardiens de but, la bataille dans le net va vraiment être intéressante aussi. Beaucoup de choses à mentionner pour les États-Unis, effectivement. Je regarde actuellement l'alignement du match préparatoire aujourd'hui et le fameux trio de Gabe Perreault, Will Smith et Ryan Leonard était utilisé comme troisième unité. Fait que ça veut dire qu'il y en a deux autres qui sont bonnes. Que quand ton unité défensive, le Canada, au moins, ce qui est plaisant, c'est que sur chaque trio, advenant, une confrontation États-Unis-Canada, ce qui est plaisant pour le Canada, c'est que t'as du talent sur 200 pieds, t'as des joueurs qui sont capables d'être responsables défensivement sur tous les trios. Macklin Celebrini, s'il pilote le premier ou le deuxième trio, c'est un gars qui est quand même capable vraiment bien de jouer sur 200 pieds. Quand tu as un trio comme Perreault, Smith et Leonard, puis que tu joues contre des équipes peut-être un peu moins profondes sur leurs unités, ton trio défensif, quand il est passé, puis qu'il y a eu Gauthier, Snuggerud, Finlay, après ça, Nazar, Brindley, Howard, que ça vire en rond un petit peu, que ça joue de façon rugueuse en Gauthier et Snuggerud. Tu penses avoir un répit avec le troisième trio, puis tu te ramasses avec le talent élite qu'il y a sur le troisième trio. C'est un peu tannant. Ouais, c'est un peu tannant. Puis après ça, tu as Hudson qui va jouer 25 minutes par match. Ouais. Peut-être pas, là. Une vingtaine de minutes par match. Boyoung qui va en jouer sûrement 13-14, qui est quand même vraiment offensif. C'est Casey qui est capable aussi. Ça bouge la rondelle. Ils ont une solide équipe. Ouais, ça risque d'être très étourdissant. Puis moi, mon questionnement pour les États-Unis, c'est pas nécessairement dans le même sens que la Suède, mais presque. Il y a beaucoup de défenseurs. Là, il y a des défenseurs que je connais moins. Là, par exemple, là, Paul Kemp et Minasian, moi, je les connais pas. Là, fait que, je veux pas trop parler. C'est un gars à habilité, mettons. Ouais, je veux pas trop parler à travers mon chapeau, mais j'ai l'impression, avec les gars que je connais, que défensivement, c'est peut-être pas la meilleure défensive. Puis tu fais le signe à l'écran, effectivement, c'est peut-être pas la plus grande défensive non plus au niveau du gabarit. Je m'en replaçais les cheveux, j'avais comme une coupe. Ok. Je pensais que tu parlais, tu faisais un signe avec ta main, puis j'étais comme, ouais, je pense qu'il me fait signe que la défensive est petite. Mais c'est ça pareil. Les Naughton, c'est musclé ici, c'est petit. Boyum, c'est un 6 pieds, joue bien physiquement, joue bien du bâton, mais ça reste pas. C'est pas un gars qui va étamper du monde dans la bande et tout. Il y a Sam Rinzel quand même qui a un très bon gabarit, mais lui, d'après moi, il risque d'être plus 7e défenseur. Ouais, c'est pas un gars super physique non plus. Non, en plus. Dans mes yeux, là. Mais le point que je veux amener, c'est que j'ai l'impression qu'on est à l'aise avec cette défensive-là qui va bouger la rondelle, qui va relancer de façon très rapide parce qu'on le sait qu'en arrière, dans le filet, ça va être solide. C'est ça, exactement. Ils peuvent se permettre. Je pense qu'ils sont vraiment allés avec. Si on ne gagne pas, mettons, si on ne gagne pas 2-1, mais on sait qu'on va être capable d'en marquer 3-4. Mettons qu'on s'en fait scorer parce que justement notre défensive n'est pas bonne. Puis des fois, il est transversal. N'importe qui le met dans le net, il n'est pas capable de l'arrêter.
Fait qu'ils disent on va être capable d'aller chercher encore plus de buts que l'adversaire. Je pense vraiment qu'ils y vont comme ça. Comme Toronto, mettons. Oui, J'espère mais qu'ils vont avec avoir des bons plus de gardiens. succès. Au moins, ils ont des bons gardiens pour solidifier ça. Fait que, Ouais. pour aller chercher le gros arrêt en troisième pour garder l'avance et tout. Donc, que ce soit Augustine, que ce soit Fowler, ils sont vraiment en bonne main, je pense. Tu as vu un peu le résultat du match hors concours aujourd'hui. Ouais. On en a parlé dans le dernier podcast. Est-ce que tu as changé d'avis sur l'identité du gardien numéro 1 des États-Unis? En tant que Homer, j'espère que Fowler. Augustine était premier sur ma liste l'année passée, comme gardien de but, je pense. Mais peu importe laquelle ça va être, moi, je vais être content. Puis en plus, il est pour ma deuxième équipe préférée, les Bruins, Augustine. Donc, Augustine s'est fait scorer 2 buts assez tôt dans le match. Ils ont changé, je pense, à mi-chemin ou en troisième période. Là, le site que je suis allé voir, c'est comme si Fowler avait juste joué en troisième. Puis il y a pas, les deux n'ont pas été. Fowler n'a pas été super. Il n'y a pas eu beaucoup d'adversité. Puis le but, je l'ai vu, là, le but qu'il y a eu, c'était impossible à arrêter. C'était une transversale. Fait que c'est pas ce genre de match-là qui va te permettre de savoir ça va être qui le premier. Fait que il va falloir continuer à regarder ça. J'ai l'impression qu'ils vont jouer 50-50 dans les matchs préliminaires, puis celui-là qui va avoir gagné le filet va y aller pour les rondes éliminatoires. Ouais, ça se peut très bien. On se cassera pas le basic, d'après moi. Non, je pense pas qu'ils vont se le casser bien. Mais tu sais, ils n'ont pas une division super difficile comparativement à l'autre. Ils ont la Tchéquie, ils ont la Slovaquie. Ben. Ils ont la Norvège. La Suisse, ils sont tout le temps tannants. Mais tu sais, ils ont quand même des possibilités de gagner. Là. Oui. Ça, je suis d'accord. Il y a peut-être un peu moins. Ben. Écoute, je te dirais là que pour vrai, à première vue, tu as l'impression que le groupe B est moins fort. J'ai l'impression que la Tchéquie peut être aussi forte que la Suède. Puis j'ai l'impression que la Slovaquie peut être vraiment tannante là-dedans. Tu sais, c'est le genre de division un peu piège pour les États-Unis. Parce que tu peux prendre peut-être des équipes à la légère, mais tu as deux équipes là-dedans, la Tchéquie et la Slovaquie, qui peuvent solidement te voler un match out of nowhere de même, puis venir jouer un peu les troubles à fête. Je pense que ça sera encore plus dangereux pour la Suède que ça l'est pour les États-Unis. Parce que les États-Unis ne veulent pas, c'est tous des joueurs qui ont déjà joué pas mal ensemble, qui se connaissent bien. La Suède aussi, mais encore plus les États-Unis, puis qui sont vraiment meilleurs devant le filet aussi. Ça aide. C'est le point culminant pour eux autres, c'est le devant le filet. Pour n'importe quelle équipe, c'est eux autres qui ont les meilleurs gardiens. En fait, ils ont les deux meilleurs gardiens dans tout le tournoi, selon moi. Là. Fait que c'est. Aimé Vini aurait été un bon candidat l'année passée, mais cette année, il est à chier, fait que non. Fait que je pense pas que ça va être si tannant pour eux. Mais si la Suède avait été à leur place, ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment traite. Ouais. Donc, ça va tellement être un bon tournoi. Ah oui, on a hâte. Un maudit match à midi, mais bon. C'est ce qu'on fasse. Je suis en vacances, moi, tout est beau. Moi aussi, j'ai 4 enfants. Fait que, si tu veux que je fasse, je peux pas écouter le hockey tout le temps. La Tchéquie, on reviendra avec la Slovaquie, on vient d'en parler, mais la Tchéquie, formation qui peut être quand même tannante, là, honnêtement. Quand je regarde l'alignement, tu sais, Jiri Kulich peut clairement être le MVP de ce tournoi-là. Là, je veux dire, ça pourrait arriver. Il est dominant dans la Ligue américaine. Là, à un moment donné, s'il est pas bon dans ce tournoi-là, il y a quelque chose qui se passe. Là, puis il a déjà été bon avec Sully. Ils se connaissent très bien. Stencil est un très bon joueur aussi. Charlie qui a repris confiance dans la Ligue de l'Ontario. Oui, ça a repris confiance en ses moyens offensivement. Là. Exact. Sapovaliv qui peut vraiment être bon aussi. Il manque de profondeur. C'est vraiment ça. Là. Dans les dernières années, ça a toujours été ça. Il y avait 3-4 bons joueurs qui ont maximum à l'offensive. C'est encore ça cette année. Ziliki, que moi, j'aime quand même pas mal. Petit joueur d'énergie. Oui, c'est un joueur d'énergie qui a quand même des habilités, mais que tu ne repêches pas, mais rendu à 20-21 ans, tu fais comme tu fais signer un contrat de l'année américaine, tu verras ce qui devient. Là. Mais l'offensive, c'est sûr. Moi, personnellement, je trouve qu'il manque
ça manque de profondeur, mais les gros noms pourraient solidement faire mal aux autres équipes. J'ai hâte de voir les matchs contre la Slovaquie. Ouais, ça va être des bons matchs, ça. Puis, tu sais, on mentionne les gros noms. Il y en a un qu'on pourrait ajouter à ça, qu'on a l'occasion de voir quand même beaucoup à l'œuvre cette année. Et c'est Andrei Becher avec les Cougars de Prince George. Pour vrai, moi, j'aime beaucoup. Tu sais, tantôt, je mentionnais le nom de Rasmus Kumpalainen. Tu sais, souvent, quand je regarde des joueurs pour le repêchage annuel, fait que quand je regarde Prince George, tu sais, je porte mon attention sur les gars du draft. Puis quand il y a des joueurs qui me forcent à les regarder, c'est toujours bon signe, tu sais. Puis comme Paulainen puis Becher, c'est deux gars qui sont déjà repêchés. Ben, c'est pas vrai, Becher, il est pas repêché, fait qu'il pourrait l'être comme overager. Mais c'est des gars qui attirent vraiment mon regard par leur jeu, la qualité de leur jeu et tout. Là. C'est comme quand tu regardes, mettons, Caden Lindstrom, puis que tu connais pas Andrew Basha. C'est clair qu'à un moment donné, tu vas te dire, c'est qui ce gars-là? Ah, moi, c'est ça qui m'est arrivé, en fait. Ouais, c'est ça. Voyons, c'est qui, lui, sacrément? Ouais. C'est tout le temps le fun, ce genre d'événement-là, dans le fond, là, que tu fais comme, tu écoutes un joueur, un ou deux autres, tu fais comme, wow, c'est le fun, tu sais. C'est les beautés du scouting. La défensive est quand même solide, je trouve. Moi, je trouve que les piliers sont jeunes. C'est peut-être parce que je connais pas tant les autres. Ouais. Je pense que Thomas Cibulka, Thomas Amara, Adam Yerichek, ça va être sur le top 4. Oui. Rendu là, est-ce que Thomas Galvas va jouer sur le top 4 aussi? Si c'est le cas, tu as quand même deux gars de 17 ans sur ton top 4. Ouais, c'est dans un tournoi de 19. Il y a Aleš Kesh ou Chech, en tout cas, peu importe, c'est CH. Il y a lui qui est quand même solide, qui a joué des bons tournois quand même internationaux dans les dernières années. Mais je pense que c'est un peu comme l'Archie, parce qu'il ne veut pas, c'est dans son équipe, là, c'est dans Val-d'Or qui joue Cibulka. Il joue très bien. Très, il est solide. Je pense que le monde ne le connaisse pas. Il joue bien, mais on dirait que c'est jamais suffisant pour qu'il soit repêché. Ouais. C'est ça qui est Val-d'Or, c'est jamais suffisant. Ouais. Donc, mais tu sais, il y a quand même un gabarit 6 pieds 181, quand même respectable. Il joue très bien. Je pense que tu veux pas, c'est l'effet de la LHJMQ aussi, là, qui fait peur des fois aux formations. C'est un peu comme. C'est quoi son nom? Spachek. Oui, il y avait la COVID. Et tu sais, c'est le genre de joueur que tu vas repêcher peut-être 1 an ou 2 ans après son année d'éligibilité pour voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que ça te fait gagner 2 ans au niveau du contrat. Fait que c'est le genre de joueur, d'après moi, ça pourrait avoir le même effet. Là. Mais moi, dans ma tête, c'est clair qu'il va être repêché. Si c'est pas cette année, il va au moins avoir un contrat l'année prochaine. Absence de Dominique Petter. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le revoir. Moi, j'ai malheureusement pas eu l'occasion de le revoir. Mais dans mes souvenirs, quand on l'avait observé pour le repêchage, c'est un gars qui a été blessé à son repêchage. Il n'a pas été choisi. Il joue présentement avec les Wheat Kings de Brandon, je crois. Puis, il me semble que c'est en regardant les stats de Nate Danielson que j'ai vu son nom. Je ne savais même pas qu'il était rendu dans la CHL. Puis, bonne saison offensive, honnêtement, de ce que je me souviens. Pas là pour l'équipe de la Tchéquie. Honnêtement, c'est triste de voir que ce profil-là, qui était intéressant 1 an avant son repêchage, soit complètement tombé dans l'oubli. Ouais, mais tu sais, la constance, les blessures et tout ont joué pas mal. Mais j'étais quand même assez étonné aussi de le voir absent pour ce tournoi-là. Je l'ai regardé un peu parce que avec Dominique, pas Dominique, mais Charlie Elick, qui joue pour la même équipe. Et il ressort quand même. Mais les revirements sont quand même là. T'sais, je pense pas que la Tchéquie pouvait s'en passer nécessairement. Mais les décideurs en ont décidé autrement. Mais tu sais, avec toutes les blessures qu'il y a eu, les tournois que ça n'a pas super bien été, la saison non plus, je pense que la stabilité, c'est bien quand même pour lui. Donc, il va être là l'année prochaine, c'est tout. Parce que c'est quand même une équipe qui est vieille là, en offensive. C'est toutes des 19 ans quasiment. D'après moi, c'est plus sont allés avec les vieux. Parce que Petter, c'est un gars qu'à l'international, il a souvent bien fait. Là, l'année passée, au tournoi U18, 4 points en 5 matchs. Sauf que, tu sais, en Saria, du côté de la Finlande, il a joué dans le U18, dans le U20.
dans le U20, 18 matchs, 1 but. Tu sais. Ouais, Il y a très peu de substance, mettons, pour dire OK, tu sais, on va repêcher ce gars-là, en plus qu'il a été blessé je une vois dans bonne quel partie de la programme déjà? saison. Pour Luco, Ouais. je le connais moins un Programme petit d'abord. peu. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, cette Programme année, d'abord. à Brandon, c'est un club qui est pas axé nécessairement sur l'offensive, tu sais, mais plus sur le système puis le jeu en général. Puis tu sais, il y Il a fait quand là-dedans. même. Ouais, il fit parce que de mémoire, c'est un gars qui est excellent sur 200 pieds puis avec des qualités offensives que malheureusement, on voyait très peu dans la ligue où ce qui était. Puis tu sais, il y a 25 points en 32 matchs présentement là, à Brandon. Puis tu sais, c'est ça, quand j'ai regardé, il y avait un rythme de production beaucoup plus élevé que Nate Danielson. Que là, Et même il sur la s'est glace, repris son un petit rythme est peu. vraiment mieux. OK. Ben, tant mieux. Et on va espérer en tout cas qu'il ne tombe pas dans l'oubli pour l'an prochain parce que c'est quand même un profil intéressant du côté de la Tchéquie. Euh, Puis sinon, ben, dans le filet, on va avoir un Mihal Rabal, Ouais. probablement, que j'ai vu quelques fois en NCAA cette année, puis j'ai vraiment pas aimé ses matchs, là, honnêtement. Je suis même pas déçu de l'avoir mis quatrième dans mes gardiens dans mon top 10. Pour vrai, on dirait que c'est un gars qui m'a constamment déçu après Ouais. m'avoir impressionné en début de saison. Plus la saison avançait à son repêchage, plus c'était décevant. Tu sais. Là, c'est pour citer à mon premier, à ma liste préliminaire. L'année passée, il était dans ma première ronde. Puis à chaque fois que je l'ai regardé après ça, c'était juste en descendant. Ouais. Manque de constance, me déçoit tout le temps. Des, des qualités athlétiques qui sont là, mais il n'arrêtait pas à POC. Il n'arrête pas la POC. Il ne donne pas confiance à sa défensive et à ses joueurs. Fait, si tu veux que je fasse ça cette année, moi, j'ai pas remarqué tant que ça. Là, fait que je peux pas vraiment t'en parler de son juste année. Mais oui, c'est ça, il décevait tout le temps. Ben, écoute, ça a donné que je regardais d'autres joueurs du repêchage et ou des espoirs du CH. Là. Je pense que c'était quand je faisais un game report de Jacob Fowler. Mais Ça se écoute, peut. peu importe, là, les 2 matchs que j'ai regardés du Rebels, c'était exactement la même affaire que l'année passée. Manque de constance, trop explosif, pas constant dans sa technique. C'est ça. J'ai pas ciblé vraiment d'éléments de progression pour l'instant, mais c'est juste 2 matchs, là, on s'entend. Mais tu sais, en 2 matchs, tu vois la même chose que ce que tu as vu en 8, 9, 10 matchs l'année passée. Commence à me poser Ouais. des questions. Mais je comprends le projet. Tu sais, un gardien de 6 pieds 6 athlétique de même, je comprends là, que tu Ah repêches oui. ça puis t'espères qu'il se développe dans 5, 6, 7 ans. Là, tu sais. J'aime mieux le gars de 6 pieds 1 qui arrête la POC. Ouais, mais c'est juste que est-ce qu'il arrête la POC maintenant? Est-ce qu'il va l'arrêter plus tard? Avec des tirs plus Ou rapides, avec l'exécution plus rapide? C'est ça. Je penche plus vers les gros gardiens où je suis un peu plus. Je suis de la vieille école. Là. parce que Fowler est 6 pieds 1. Mais il a grandi, je pense que le prospect n'est pas à jour. Là. Ben, j'ai toujours dit, si tu es un plus petit gardien, il faut que tu aies une technique impeccable, puis que tu me démontres des qualités vraiment élites dans ta technique. Puis Jacob Fowler, il était capable de me montrer ça l'année Il a perdu passée. son baby fat aussi. Ouais, en plus. Contrairement à moi, là. Il faudra que je l'appelle. Là. Ok. Bref. Euh, la Slovaquie menée par Philippe Méjeur, Philippe Messard, qui va être capitaine de sa formation. Richard. Un des espoirs des Canadiens, juste pour faire un petit wrap-up, pas beaucoup d'espoirs du CH. Il y a Fowler, il y a Hudson, il y a Beck et il y a Philippe Messard. Est-ce qu'on peut s'attendre à une grande surprise de la part de la Slovaquie dans ce tournoi-là? J'avais pas regardé l'aliment, puis je te confirme que oui. Chernik, il est quand même František Tej, qu'on apprécie quand même. C'est un gars assez physique. Dvorsky, Hanzek, Kokumberg, qui a déjà appartenu au Saguenay, mais ils l'ont laissé aller. Méchard, Michiak, que j'ai toujours aimé, Pekarchik, qui avait impressionné aussi l'année passée dans les tournois. Sikora qui a de l'expérience dans la Ligue américaine. Sikora, Zinka, que moi, je n'apprécie pas bien, là, mais il y a des gros noms quand même. Ils ont pas mal plus de profondeur que la Tchéquie. La défensive est quand même solide. Radivojevic, gardez ce nom-là en tête. C'est un de bon défenseur. C'est vrai, je ne connais pas, mais je viens de voir que c'est un 16, hein? Oui, il OK. est solide. Puis ils ont 3 bons gardiens de but aussi devant le filet. Puis Radivojevic, sauf si je me trompe, c'est un gars top 10 l'année prochaine.
OK. Ben, en 2025, là, dans le fond, il joue avec Orebro. C'est le numéro 29 pour Orebro. Quand tu regardes Fergstrom, quand tu regardes. C'est sûr que je l'ai vu jouer, mais j'ai tellement pas porté attention, là, honnêtement. Là. C'est sûr, il je attire vais me l'œil. prendre une note. Ouais, je vais me prendre une note, je vais regarder ça dans les prochains visionnements. Il est petit, là, mais tu vas le voir de toute façon-là. Il est vraiment solide. Puis, tu sais, en défensive, il y a Chromiak, tu as Radivojevic et Sturback. C'est pas une défensive aussi solide que la Tchéquie, mais ils sont vraiment solides devant le net. Puis ils ont une bonne attaque. Fait que, tu sais, c'est comme un peu les États-Unis, mais vraiment moins Ouais, bon. c'est ça. Ben, c'est ça, j'allais dire. T'as Gaïan en arrière qui peut sauver pas mal les meubles avec une défensive un petit peu plus axée vers l'offensive, puis qui est moins expérimenté, moins solide défensivement. Urban qui a déjà eu des bonnes performances aussi. Donc, il va peut-être prendre. Tu sais, mettons que ça arrive, ça va pas bien avec Kayan, peut-être que Urban pourrait prendre la relève. Et Eliash aussi qui est là, qui a quand même déjà eu des bonnes sorties. Donc, je pense que c'est le genre d'équipe qui pourrait vraiment impressionner et se ramasser au match de la médaille de bronze, mettons. Je sais pas si ça va arriver, là, mais ça pourrait arriver, mettons. Le retour en force de Dalibor Dvorsky. Moi, j'ai tellement hâte de voir ce joueur-là parce que quel début de saison de caca pour Dalibor Dvorsky. En Allsvenskan, c'était horrible. Non, c'était ça en Allsvenskan qui jouait? Oui, c'était en Non, c'était en SHL. c'était en SHL, c'est ça. C'était l'année passée qu'il jouait en Allsvenskan. Ouais. En SHL, jouait très peu. Pas de points, je pense, en une dizaine de matchs. Son temps de jeu continuait de descendre de plus en plus. Finalement, transfert dans OHL avec Sudbury. La formation à Quentin Musty. Pour vrai, le Dalibor Dvorsky, le potentiel offensif qu'on voyait dans ce joueur-là. Souvent, on parlait de ses qualités sur 200 pieds, son implication générale sur la patinoire. Là, présentement, à Sudbury, offensivement, c'est red hot. Là. On parle de 34 points, dont 18 buts en 20 matchs. Contre des joueurs de son âge, contre les meilleurs de son âge. J'ai vraiment hâte de voir sur la scène internationale qu'est-ce que ça va donner pour Dvorsky. Il avait tellement été bon l'année passée en plus. J'ai vraiment hâte de voir cette année encore. Ouais, moi aussi, sérieusement. Il va être appuyé. Là. C'est vraiment une bonne équipe. Là. Avec Onzek, Meishar. Penses-tu qu'on parle d'un premier trio ici en Dvorsky, Onzek et Meishar? Je pense que pas mal, ça risque d'être pas mal ça. Là. Je regarde Dvorsky au centre, Onzek à gauche, puis Meishar à droite. Ouais, ça pourrait pas mal ça que je vois comme premier trio. Là. Ça pourrait ressembler à ça. C'est quand même explosif pareil. Là. Puis au pire, s'il y en a qui ne fonctionnent pas, t'as Sikora qui peut venir, t'as Michak aussi. Fait que t'as comme vraiment beaucoup de possibilités dans cet alignement-là. T'as une possibilité aussi d'avoir tout le temps des gars vraiment offensifs sur chaque trio. Fait que non, gardez-la en vue, sérieusement. Gardez-la en tête, la Slovaquie, ça va être des bons matchs. Les gars de profondeur comme Juraj Pekarczyk puis Servac Petrovski, c'est peut-être des gars qu'on parle un petit peu moins. Pekarczyk, on en a parlé un petit peu l'année passée dans le podcast parce qu'il a été repêché par les Blues aussi. Il avait impressionné c'est pas au Linka, c'est au U18. C'était au U18, ouais. Il avait fait son nom là, en fait. Il avait gagné une coupe de rang, là, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, c'est de la profondeur qui est capable de donner aussi de l'offensive là, sur les autres trios. Fait que ça va être vraiment intéressant à suivre. Puis, honnêtement, moi, je pense que Adam Gajan, j'en parlais avec Étienne dans le podcast le temps d'arrêt, mais je pense qu'Adam Gajan, c'est le genre de gars qui peut voler un match de 40. Ouais, c'est clair. Il y en a tout le temps. Là. On dirait que la Slovaquie, ça arrive à toutes les années. Là. Il y a un match de 50 shots, un but, le gardien vole la game. Ouais. Gajan, il est capable de faire ça. Il l'a déjà fait. Puis, cette année en USHL avec Green Bay, ça va vraiment bien aussi. T'sais. Il goal très bien. Puis, moi, c'est un gardien que je suis un petit peu sceptique au repêchage parce que l'échantillon était uniquement à l'international. Puis, il jouait dans la NAHL, qui est comme le calibre en bas de la USHL. Fait que c'était pas un gardien. Je reconnaissais les habiletés. Mais c'était pas un gardien que j'avais un échantillon vraiment pertinent. Ouais. Mais je l'ai vu 2 fois cette année, puis pour vrai,
pense que c'est le genre de gardien, je me suis trompé. Là. Moi, j'ai été surpris qu'il soit le premier sorti au repêchage l'année passée. Euh, mais je pense que c'est un gardien qui peut vraiment voler des matchs dans ce tournoi-là, puis peut-être même contre les États-Unis, on ne le sait pas encore, là, mais Ouais. il est solide, vraiment Ça solide. pourrait arriver, tu sais, si mettons un score de but rapide dans la première période, puis qu'après ça, lui, il sauve le match, en fait, juste scorer 1, s'il gagne 2-1, ça pourrait arriver. Là. Mais ils ont quand même des gars d'énergie, tu sais, Hanzek, Kuchenberg, Day, il est capable d'amener de l'énergie, du physique, Sikora aussi, Michiak, Pekarchik. Tu sais, ils vont être éreintants. Tu sais, la République tchèque, de dernières années, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils jouaient vraiment bien dans le centre défensif. Puis ils laissaient les joueurs tourner en rond autour. Mais eux autres sont capables de venir à bout par échec avant, puis par physique, par énergie. Fait que j'ai hâte de les voir, puis je pense que ça va quand même bien aller pour eux dans le tournoi. Ils pourraient surprendre la Suède, pas la Suède, mais les États-Unis, peut-être un match. Mais on verra, là, mais je pense qu'ils vont avoir un bon tournoi. La Suisse, la Norvège, pas des formations qu'on va suivre particulièrement, sauf Michael Brandsen-Nigard, Yes. qui sera pour la Norvège un espoir du repêchage 2024. Je veux le voir mener ce club-là vers... Ben, il mènera pas vers grand-chose, mais je veux le voir connaître des bonnes performances dans une équipe un petit peu plus dure, un peu à l'image de Marco Casper avec l'Autriche au championnat mondial junior. C'est le genre de performance que je m'attends de lui dans ce tournoi-là. Ouais, un peu. Si, mettons, le monde s'en souvienne, dans le temps, la Suisse, quand elle commençait, mettons, à avoir des bons joueurs, tu avais un certain Nino Niederreiter qui avait mené cette équipe-là d'une main de maître jusqu'à assez loin dans le tournoi. J'espère que ça va être un peu la même chose pour Nugard, parce qu'il est vraiment solide. Mais il est tellement... Il n'y a tellement pas grand-chose dans cette équipe-là. Il y a Stian Il y a Solberg. ouais, c'est Stian ça, je Solberg, viens de voir. Mais ça va être mes premiers visionnements de lui. Ouais. C'est deux gars vraiment solides. Stian Solberg, qui est un défenseur qui fait tout un peu sur la glace, qui joue dans la meilleure ligue là-bas, dans le fond, en Norvège. J'ai fait le choix de rester là parce qu'il allait avoir les minutes, puis écoute, il joue à 20 minutes par match assez rapidement, assez souvent. Il joue sur le premier piqué, premier powerplay assez souvent dans les matchs. Donc, il a quand même fait le bon choix, je crois. Mais pour toutes les autres, j'ai pas beaucoup de joueurs que je connais. C'est quasiment tous des joueurs qui vont jouer en fond là-bas. Puis c'est pas des ligues qu'on va regarder beaucoup. Donc, c'est vraiment les deux seuls joueurs que je vais avoir à l'œil. Puis s'il y en a d'autres qui sortent, tant mieux. Mais c'est pas une jeune équipe, c'est vraiment une vieille équipe. C'est quasiment juste des 19 ans en offensive. Là. Fait que peut-être qu'il pourrait voler un match, mais ça va être un match à la Suisse, mettons. Okay, écoute, je vais te donner un autre nom. Je vais te surprendre. Là. Je vais te donner un autre nom norvégien à surveiller. C'est le coéquipier de Michael Brandsen-Nigard à Mora. C'est Noah Steen, 19 ans, un ailier. Ah oui, Steen, il produit au fond avec lui. Il est oui. très bon, là, honnêtement. Ouais, moi, je me suis pris des notes pour le repêchage. Fait que quand je me prends des notes sur un 19 ans pour le repêchage, c'est parce qu'il m'est tombé dans l'œil puis c'était pas voulu. Là, je me souvenais pas que c'était lui. Très bonne explosion. Des qualités offensives très, très perceptibles sur le jeu. C'est un gars qui est capable de donner du physique aussi. Fait il est un peu dans le même moule, honnêtement, que Brandsen-Nigard, mais je trouve qu'il a un meilleur moteur, plus explosif encore, mais tu sais, veut pas, il a 19 ans, là, il est plus vieux pareil. Là, ouais. Puis c'est ça, je trouve qu'avec la rondelle, il garde constamment les pieds en mouvement aussi. Fait une belle mobilité, tu sais. Fait quand même un gars à surveiller. Tu sais, les deux, ils risquent de jouer sur le même trio, pareil. Là. En Norvège, tu sais, écoute, il y a 90% de l'alignement, je connais pas là, les noms. Là. À part Stian Solberg, Brandsen-Nigard puis Steen, je connais pas un nom. Là. Fait d'après moi, Steen, ça se pourrait qu'il joue avec son coéquipier qui joue avec dans Allsvenskan. Je connais Granat. En fait, je pense que je connais le frère de Granat. Mais écoute, c'est des joueurs de 5 et 7, là, on s'entend.
Il y a Guillaume qui dit Mathias Deli est éligible cette année. Il joue dans la même ligue que Solberg. Il éveille ma curiosité. Moi, je le connais pas. Là, tu sais, fait que Moi ça non plus. va être un gars que tu sais, s'il nous saute à l'œil pendant les matchs, tant mieux. Là, mais tu sais, je connais pas ce joueur-là. Il y a beaucoup de monde qui sont nés à Oslo, en tout cas. Ouais. Il y a genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a bien du monde d'Oslo, en tout cas. Il y a juste une ville en Norvège. Puis le Bref. gardien le plus expérimenté de la Norvège, parce qu'ils ont deux gardiens qui jouent en J20, puis il y en a un qui joue dans la Ligue de la Norvège, un gars de 19 ans. Marcus Ronbach Stensrud, 5 pieds 9, 159 livres. Ils vont scorer top net. Je pense pas. J'aurais aimé ça. Pour vrai, j'aurais aimé ça. On dirait que la Norvège, ça aurait été le club parfait pour avoir un gardien là, de 6 pieds 7, 225 livres. Un gros format, là, super mobile. Puis là, j'aurais été content de le scouter, mais malheureusement, ça Pas cette arrivera pas. année. Ça sera pas cette année. 159 livres aussi, ton gars. 5 et 9, 159 livres. Là. Ouf. D'après moi, un snap de l'amoureux, puis le gardien rentre dans le filet avec Ouais, la c'est ça. rondelle. L'amoureux n'a pas le meilleur snap en plus. En plus. Hop, une bagarre. Qui se bat? Rossi contre Goulet. Ah ouais, boy. Ouais. C'est Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je me battrais pas particulier. contre Rossi. Bref. Et ouf. Alright, Pascal, c'est l'heure de nos prédictions. Premièrement, dans le groupe A, qui vois-tu en ordre de puissance dans le groupe A? Comment vois-tu les forces en présence? Ben, c'est sûr que je veux le Canada en premier. Je pense pas que la Suède ni la Finlande vont être capables de leur ravir le premier rang. Je pense qu'en deuxième position, ça va être la Finlande, puis après ça, la Suède. Ça va être un gros tournoi pour les équipes de ce groupe-là. Mais la Suède, je pense vraiment pas qu'ils ont ce qu'il faut pour te faire run. J'ai hâte de voir, là, mais tu sais, je pense pas que la Finlande va perdre contre les petites équipes. Je pense pas non plus que la Suède vont perdre contre les petites équipes, mais je crois plus en les chances de la Finlande d'occuper le deuxième poste. Moi, pour ma part, puis après nos prédictions, je vais revenir avec une question d'un Patreon là, qui vient de rentrer. Là, fait que, on va faire du pouce sur la question après. Ça concerne la Slovaquie. Euh, Moi, dans le groupe A, c'est Canada, assurément, premier. Deuxième, moi, je vais avec la Suède pour la force offensive. euh, un petit peu plus l'unité qui règne au sein de l'équipe. Tu sais, je vois je vois le potentiel pour passer devant la Finlande. La Finlande, j'ai l'impression que défensivement puis dans le filet, ça va être un petit peu plus dur. Euh, Est-ce que c'est par méconnaissance des défenseurs? Peut-être, fort probablement. Mais je vois la Suède passer pareil. Tu sais, la Suède, veut pas, c'est là-bas. Je sais que. Puis moi, je mets tout le temps la Suède. By the way, je mets tout le temps la Suède pour l'or. Là. On dirait que ça fait tellement longtemps que je veux qu'ils gagnent l'or que je les mets tout le temps dans mes prédictions pour l'or. Là. Ça sera pas cette année, Pascal. Ça sera pas cette année. Mais le tournoi est en Suède. Je peux pas croire que tu n'accéderas pas minimalement aux rondes éliminatoires puis que tu n'accéderas pas au moins à une finale. J'espère. Mais tu sais, les Moi, je pense prédictions, que on le sait. Là. la Finlande vont avoir du fuel à cause de ça. Parce que c'est tout dans les meilleurs matchs de hockey junior. Ouais, Finlande, C'est Suède. moins médiatisé ici. C'est vraiment plus Canada, États-Unis, Canada, Russie qui sont médiatisés ici. Mais les matchs Finlande-Suède, c'est surtout dans les rondes de médailles, là, c'est tout le temps vraiment incroyable. Là. Groupe B. États-Unis Non, premier. Ça, Norvège, non, c'est Norvège. Branson Nigard va marquer 12 buts. Il va tout péter. Imagine. Le gardien de Saint-Pierre-Neuf va arrêter tous les pucks. C'est facile de même. C'est tout, parce qu'il est bon. Ouais, je pense que États-Unis premier, ouais. Qui tu penses qu'il va être deuxième? Moi, j'irais avec la Slovaquie. Moi aussi.
J'y vais avec la Slovaquie. Puis après Je trouve ça plate. Je trouve ça plate parce que j'ai l'impression que Jiri Kulic va être dans les. Tu sais, je le disais en début d'épisode, tu sais, je pense que Jiri Kulic a le potentiel d'être le MVP de ce club-là. Ce serait tellement triste que le MVP passe pas en finale de bronze. Mais, tu sais, c'est ça, c'est l'aspect profondeur, comme tu le soulignais tantôt. Je pense que ça fait un petit peu plus défaut du côté de la Tchéquie. Est-ce que Rabal peut sauver un match? Peut-être, mais on dirait que en fonction de ce que j'ai vu entre les deux gardiens, j'ai l'impression que Gaïan est plus capable de voler des matchs que Rabal présentement. Je pense aussi. Je pense qu'il est plus combatif et plus solide devant son net. Fait que États-Unis, on s'entend là-dessus. Premier, deuxième, Slovaquie, Tchéquie, troisième. On est pas mal sur la même longueur d'onde pour ça, Pascal. Oui, je pense aussi. Ronde des médailles maintenant. On va y aller. Qui tu penses ça va être dans le match de bronze? Je pense qu'en bronze, ça va être la Suède contre la Slovaquie. Je l'espère aussi. Ça serait vraiment un bon match. Puis je pense que pour l'aspect local, l'aspect que je veux que la Suède réussisse à un moment donné avec ce programme-là qu'on suit depuis. Moi, c'est un programme que je suis depuis que j'ai commencé à scotter avec vous autres. Là, fait que je veux les voir gagner au moins une médaille. Je pense pas que l'or et l'argent soient accessibles. On y reviendra. Mais on dirait que mon cœur veut que la Slovaquie gagne pareil. Là, fait que j'ai de la misère, mais je vais y aller pour la Suède. Faut mettre notre pied à terre. Je vais avec la Suède. Moi, j'espère que ça va être Finlande. En fait, pour la Suède, j'espère aussi qu'ils vont être en bronze parce que c'est chez eux, mais je pense que ça va être Finlande, Slovaquie. Puis ça va être un hostige de match. Ouais, ben dans toutes les cas. Solide match. Puis je veux que la Slovaquie compte. C'est vraiment. Je veux que la Slovaquie ait une médaille à ce tournoi-là. Ouais, c'est une belle trop histoire. une solide équipe. Puis c'est ça, exactement. Ils sont vraiment solides. Ils sont juste moins bons que les États-Unis et le Canada. Mais ils peuvent rivaliser contre la Finlande. Ils peuvent rivaliser contre la Suède sans problème. C'est vraiment juste que les top canons de ce tournoi-là, à moins qu'il y ait des mauvais matchs, ça pourrait arriver aussi, ça. Là. Ben oui, ça pourrait vraiment arriver, mais je pense pas qu'ils vont être capables de battre le Canada. Puis tu sais, nous au Canada, on a tout le temps l'impression que si c'est pas l'or, c'est un échec. Pas ça. Puis, ben, tu sais, je comprends la perception dans un certain sens parce que, effectivement, c'est pas ça, tu sais, mais je comprends la perception, tu sais, le Canada, les États-Unis, tu sais, en Amérique du Nord, c'est des grosses machines de hockey, le bassin il est énorme au niveau du talent, fait que c'est sûr que tes attentes, il faut tout le temps qu'ils soient à médaille d'or, c'est juste normal, tu sais, puis le Canada irait en finale de bronze, puis je comprendrais que ce serait décevant, là, mais pour des nations comme la Tchéquie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède, c'est même pas pour les dénigrer, mais eux, de se classer en médaille de bronze, puis de gagner la médaille de bronze, c'est important pour ces nations-là. Encore plus pour des nations comme la Slovaquie, qui est eux, leur programme, là, on les a vus se développer là, avec les Slavkovski, avec les Dvorsky. Dans les dernières années, là, le programme a vraiment pris du galon. Puis c'est des victoires en médaille de bronze qui font que les jeunes regardent ça. Puis ça se développe dans le pays, dans le fond. Puis il y a un attrait, il y a un intérêt pour le hockey qui grandit dans ces moments-là. Fait que juste une médaille de bronze pour la Slovaquie, ce serait tellement bon pour la nation hockey, pour le développement hockey de ce pays-là, que je leur souhaite. Malheureusement, les prédictions, il faut que j'y aille un petit peu avec la tête et l'analyse. Fait que je vois que la Suède, mais mon cœur veut vraiment que la Slovaquie gagne, honnêtement, ça serait vraiment bon. Puis ça a l'air que la pression est solidement forte là, dans ce pays-là. Je sais pas si tu as vu passer un petit tweet là-dessus. Là. Simon Nemeth il a fait une sortie par rapport à ça dans les médias du côté de New Jersey. Ils ont déjà parlé que Slavkovski a vraiment beaucoup de pression dans son pays. Fait que je pense que c'est vraiment un bon pays de hockey au niveau de la pression et tout. C'est que ils suivent ça. Là. Ouais, puis je pense que il y a une certaine pression à développer aussi cette nation-là au niveau du hockey. Puis Nemeth, il disait c'est sûr que la pression est énorme de la part des médias en Slovaquie, mais il tenait juste à rappeler aux joueurs que c'est important de se concentrer puis de faire fi de ça, puis de profiter de ces moments-là pour justement bâtir un peu leur carrière par rapport à ça. Puis tout. Je trouvais ça intéressant comme point. Puis on dirait que dans notre bulle nord-américaine,
on se disait, ah, la pression médiatique, il y a juste ça dans la Ligue nationale. Ben, ça a l'air que c'est quand même fort en Slovaquie présentement. Ouais, c'est clair. C'est un tournoi très, très important pour les pays européens. Tu sais, justement, c'est de la pub. C'est de Ben la oui. grosse pub pour le hockey. Puis, dans le fond, il y a certains espoirs qui vont se faire, tout comme au World Cup, tout comme au U18, qui vont se faire une réputation. Surtout les gardiens de but. Des fois, les gardiens de but, ils vont vraiment se faire une réputation sur ces tournois-là. Donc, c'est vraiment important. Puis, tu sais, je sais pas si ça fait la même chose pour toi vu que tu scores depuis moins longtemps, mais quand tu suis beaucoup d'espoirs de plusieurs pays, ça t'enlève un peu le côté partisanerie de prendre juste pour le Canada puis d'espérer juste que cette équipe-là qui fonctionne. T'sais. Parce que dans chaque équipe, tu vas chercher un petit plaisir à voir certains espoirs que tu connais que tu suis depuis longtemps ou bien que tu connais tout juste là, que tu veux regarder, à connaître du succès. Là. Fait que, tu sais, c'est un tournoi vraiment le fun pour ça. Moi, je veux que le Canada gagne, mais que ce soit si c'est la Slovaquie, je serais vraiment content aussi. Si c'est la Finlande, je serais content aussi. C'est la Suède, non? Je serais quand même content aussi. C'est joke. Mais les États-Unis, tu sais, moi, ma médaille d'or, je pense que c'est les États-Unis qui vont la gagner. Ouais, moi aussi. Parce qu'ils ont tout, sauf peut-être la défensive, mais ils ont tellement de la profondeur en offensive, puis ils ont tellement de la solidité devant les buts que ça va être dur pour n'importe quelle équipe de gagner, surtout dans les gros matchs. Je pense aussi. Ça va être une finale de rêve entre Canada et États-Unis. De rêve pour les partisans nord-américains. Puis, un classique. C'est vrai ce que tu dis, par exemple. Quand on se met à regarder les espoirs, il y a tout brin de partisanerie qui s'en va. Puis, j'ai jamais vraiment été un partisan dans ma façon de voir les choses depuis que j'écris sur le site et tout. Puis, depuis que je scoute non plus, puis c'est encore pire. N'en déplaise à certains partisans des Canadiens qui aimeraient ça se faire vendre du rêve sur leurs espoirs. Là. Malheureusement, non, j'ai perdu toute brin de partisanerie depuis que je me suis mis à scouter, pour vrai. Puis ces tournois-là, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on a hâte de voir... J'ai hâte de voir un match de la Norvège. Ah ouais. Mais c'est ça. Des fois, c'est la Norvège, des fois, c'est la Suisse, d'autres fois, c'est l'Allemagne. Moi, j'ai pas... j'ai commencé à scouter après, dans le fond, l'Allemagne avec Tim Stützle. Dans le fond, l'année de repêchage 2020 de Stützle, Lafrenière et tout, j'avais fait un mock pour le fun. J'avais regardé quelques matchs, mais c'était pas... Il y avait absolument rien d'officiel. C'est l'année d'après que j'ai commencé, tu sais. Mais tu sais, je comprends maintenant ce feeling-là, de dire hey, j'ai hâte, après-midi, l'Allemagne joue. T'sais. Moi, cette année, ça va être la Norvège. Là, je vais regarder des matchs de la Norvège parce que Branson, Nygaard, puis Steen, puis Stolberg sont là. C'est ça qui est le fun de justement de regarder les espoirs. Oui, je vais être partisan quand même du Canada, puis en finale, le Canada va scorer, puis je vais être content. Mais quand, mettons, Will Smith va marquer, je vais être content aussi. Quand Lane Hudson va marquer. Puis quand Lane Hudson va monter à l'emporte-pièce, puis qu'il va sortir une solide feinte, puis qu'il va marquer, je vais sûrement bondir de mon divan aussi. Puis c'est même pas parce que je suis un partisan des Canadiens, c'est parce que j'adore Lane Hudson, puis il va m'avoir impressionné sur le jeu. Fait que c'est le fun pour ça. C'est vraiment un tournoi rassembleur. Puis, oui, on est Canadiens, fait qu'on aime beaucoup le Canada, mais je suis sûr qu'il y a un petit peu de ça aussi. C'est pour plusieurs des Canadiens, des partisans, c'est la première fois qu'ils vont voir plusieurs espoirs de d'autres pays que ceux-là du Canada ou bien ceux-là des Canadiens de Montréal. Fait que c'est là que tu mets pas des faces sur les joueurs, mais des styles, des talents sur les joueurs. Fait que, profitez-en, tout le monde. Ça va être un maudit bon tournoi, puis on va en parler encore une bagarre. On va en parler dans le podcast, puis ces réseaux sociaux, c'est sûr qu'on va être là aussi. Fait que, n'hésitez pas. Pierre-Luc sur Patreon qui nous dit un bon match Allemagne-Norvège à 6h du matin. Pendant que les enfants dorment, puis tu joues à Baldur's Gate 3. Je vais peut-être choisir mes affrontements pour la Norvège, là, mais écoute, on verra. Ouais. Mais pour revenir à Pierre-Luc, en fait, parce que c'est lui qui nous posait la question tantôt, je veux quand même revenir là-dessus parce que je pense que c'est important de répondre aux questions de nos Patreons. On les aime, nos membres Patreons. On les traite. On aime tous les auditeurs.
on veut bien les traiter. Mais un petit peu plus les Patriots. Ils ont des petits avantages de plus. Pierre-Luc, il demande que pensez-vous de Maxim Sturbak, le défenseur de la Slovaquie. On en a parlé tout à l'heure de la défensive de la Slovaquie. Moi, Sturbak, c'est pas un défenseur qui m'a tellement tapé dans l'œil à son année repêchage. Je trouvais qu'il y a des belles qualités offensives, très sujet à des crampes de cerveau, puis défensivement, c'est un petit peu plus difficile. J'ai regardé son équipe cette année, là, mais je me suis pas rien noté. Là, fait que j'ai pas grand chose à dire. Je pense que Seb Gagné m'avait parlé qu'il y avait quand même une bonne saison, ça allait quand même bien de son côté. Je sais pas, toi, de ton côté, Pascal, si t'as Tu joues avec plus Levchinov. Ouais, c'est ça, mais j'ai pas, j'ai pas tant porté attention à son jeu, là, honnêtement. Là. Moi, je trouve qu'il solidifie un peu plus son côté défensif, ce qui est une bonne chose. Il était quand même compétent en défense. Comme tu disais tantôt, il est compétent en défensive, mais il est crampé au cerveau. Donc, Levchinov en fait tellement que tu en remarques un peu moins pour Sturback, parce que probablement que, tu sais, les entraîneurs, probablement qu'ils desserrent la laisse à Levchinov, mais ils serrent pour d'autres. Donc, j'ai comme l'impression que ça l'aide beaucoup, Sturback, de voir qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'il fasse. Fait que, en ce moment, moi, j'apprécie quand même sa saison, mais je peux pas te dire que c'est un gars que je voudrais absolument dans mon équipe. Je pense que dans le junior, ça va bien aller. Parce que justement, il va se prendre. Tu sais, ce genre de joueur-là est important pour une équipe comme la Slovaquie parce qu'il joue en Amérique du Nord, en NCAA. Donc, c'est parfait pour jouer contre les États-Unis, parfait pour jouer contre le Canada. Fait que c'est ça. C'est ce genre de. Même si c'est une patinoire olympique, ben, je pense que son expérience contre des joueurs nord-américains va aider beaucoup son équipe. Je pense que de mémoire, Sturback à l'international, j'avais plus apprécié ses matchs. Oui, il était meilleur. Oui, il a été pas mal meilleur de mémoire. Mais c'est ça. Fait que, ça va être à suivre cette année. C'est sûr qu'il va être assurément sur le top 4, là, honnêtement. Là. Il va être assurément sur le top 4. On pourra une question pour toi. Équipe d'étoiles. L'équipe d'étoiles. Ben oui, c'est pas posé la question, mettons. Faites de même. Très bonne question. Très bonne question. T'aurais dû me le dire, là, 1h30, j'aurais préparé de quoi? Équipe d'étoiles. Bon, je pense que dans le filet, c'est tough parce que on ne sait comme pas si Augustine ou Fowler va gauler, le plus. Ouais. Je vais mettre Gadgen. Je vais y aller avec Fowler. Il va réussir à gagner le filet pour les rondes préliminaires, puis il va guider les États-Unis vers la médaille d'or. Fait qu'il va gagner le poste de meilleur gardien du tournoi. Jacob Fowler. Parfait. Moi, je mets Kulich. Ouais, assurément. En offensive. Pas le choix. Kulich, après ça, moi, j'irais avec Mathieu Savoy. Savoy. Ouais. Parfait. En défensive, je vais y aller avec Hudson. Valeur sûre. Je vais y aller avec Hudson aussi. Ouais. Hudson aussi, toi. J'ai une note, comme ça, on va pouvoir en reparler. Sandin Pelika. Ah, fuck you. Tu m'as volé Hudson en premier. Je vais toujours bien dire Sandin Pelika en premier aussi. Correct. Pas me faire dire que je te copie tout le temps. Ah, c'est ça. Je vais y aller avec Luno. Ah, c'est un bon choix. Petit choix Homer. Jimmy Snuggerud. Snuggy, c'est bon. Snuggerud. Il nous en manque-tu? Il m'en manque pas, je pense. Ben, il manque en offensive. Il manque... okay. Si on veut, mettons, faire... Il manque un centre. Savoy, Snuggerud, ASP, Hudson, Fowler. Ouais, j'avais Kulich, moi aussi. J'aurais mis Kulich, moi aussi, c'est ça l'affaire. Okay. Ben, tu peux mettre Kulich. Ben, pas le choix, là. J'arrête pas. Ça fait 2 fois que je dis qu'il va être le MVP du tournoi, mais il sera pas sur l'équipe étoile. Ce serait quand même bizarre. Ouais, Kulich, il me reste 2 avant. Slovaquie, non, je ne mettrai pas de gars de la Slovaquie. Tu mets pas Meisher? Non. Je vais mettre Celebrini.
C'est pas très scientifique notre affaire. C'est vraiment sur un coin de table. Ah oui. Selon mes sources, Pascal écrit sur une napkin en plus. Yes, non, c'est sur Calinette. Alors, je vais mettre Gauthier. Putain. Cutter. Yes, non, Ethan. Ethan. Excuse-moi, Denis Gauthier, je voulais pas dire Ethan. Alright, fait que si tu résumes, mettons, chacune de nos équipes d'étoiles, vas-y donc, voir. Ouais, moi, j'ai Gauthier, Kulich, Celebrini. En défensive, Juno, Hudson. Devant le filet, Gayen. Puis toi, t'as Kulich, Savoy, Snaggerud, ASP, dans le fond, Axel Sandin Palika en défensive, Lane Hudson et Fowler devant le net. On a quand même une couple de choix différents. J'ai hâte de voir. On pourra ressortir ça après le tournoi, en fait. Si on fait un podcast pendant, on le saura pas encore. Médaille d'or, t'as mis Canada, t'as mis les États-Unis aussi? J'ai mis États-Unis, ouais. États-Unis Canada. pour l'or, puis Canada pour l'argent. Et la Suède pour la bronze. Mais mon cœur fait mal. J'aimerais ça que ce soit Slovaquie, mais bon. Ok, moi j'ai mis USA, Canada, puis Slovaquie. Et j'aimerais ça que la fin, Écoute, si je me fie à mes prédictions l'année passée du championnat mondial junior que j'ai donné sur les ondes de BLVD, vendez pas votre maison sur mes prédictions, je vous le dis tout de suite. Puis si je me fie à nos prédictions de début de saison qu'on a faites avec Étienne pour les classements, vendez rien sur le fondement de nos prédictions. Ouais, elle n'est pas encore passée. Hey, j'avais mis Ottawa en série puis Vegas en dehors des séries. Hey. Ah, mais là, c'est ça. On va être correct. Il y a des choix de merde. C'est pas ma faute, là. Mais non, ça demeure des prédictions. Je me rappelle plus c'était quoi mes choix bold, là. Mais Vancouver m'impressionne solide cette année. Oui, les joueurs se sont réveillés puis c'est le fun d'avoir allé. C'est clair. Alright. Guys, les gens qui écoutent à la maison, dans leur voiture, qui nous écoutent présentement sur Patreon au moment d'enregistrer, je vous souhaite à tous et à toutes un très beau temps des fêtes. Nous, c'est notre dernier épisode pour 2023. Prends une petite pause pour le temps des fêtes, bien mérité. Parce que comme Pascal disait, là, on a été malade quand même avec les enfants et tout. Là, c'est la période, là, c'est vraiment ça. La période, c'est de octobre à décembre. Exact, ouais, c'est ça. Fait que on va quand même être présent sur les réseaux sociaux. Suivez-nous surtout sur le hockey. Il va y avoir des textes de nos collaborateurs sur le World Junior pendant le tournoi, assurément. En revenant du jour de l'an, on va se refaire un podcast proche des finales à peu près pour parler du tournoi. On va en parler par après. Il y a les listes mid qui vont être en février. Fait que je vous dresse un peu le portrait du podcast. Top des Canadiens aussi. Puis exactement, en janvier, on va sortir nos mises à jour de top meilleur espoir du CH. Fait que on va faire ça sur le podcast aussi. Donc voilà, un très beau temps des fêtes à toi, Pascal, ta petite famille et tout. On va se reposer un petit peu. Puis merci aux auditeurs d'être au rendez-vous. Profitez des moments avec votre famille et tout. Puis, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur Patreon, sur les réseaux sociaux pendant le World Junior. On va assurément y répondre dans notre prochain épisode. Donc, merci à tous. Puis, encore une fois, joyeux temps des fêtes. Puis, une bonne année à tout le monde. Bye tout le monde.